Je m'appelle Julian Park, j'ai 32 ans, je suis un analyste de données ordinaire à Seattle. Ma vie est comme une ligne droite, sans virage serré ni chute soudaine. Je me réveille à 6 heures du matin, je prépare du café noir et je m'assois devant l'écran d'ordinateur toute la journée, passant au crible des données et prédisant des tendances pour la petite entreprise technologique pour laquelle je travaille. Le soir, je prépare un repas simple, généralement une salade de poulet ou des pâtes, puis je lis un livre ou je regarde un documentaire sur Netflix. Pas de fête, pas d'aventure, juste la stabilité que je suis fier d'avoir construite depuis l'obtention de mon diplôme. Je vis de manière responsable, j'envoie de l'argent à mes parents chaque mois et j'appelle régulièrement pour prendre des nouvelles de grand-mère Clara. C'est la personne la plus proche de moi, celle qui me racontait des histoires quand j'étais petit et qui m'a appris à écouter et à être patient. Ma vie est si calme que je me demande parfois si je vis vraiment ou si j'existe simplement. Ce week-end-là, je me suis rendu à Tacoma pour rendre visite à mes parents. La familière autoroute I-5, bordée d'arbres verts luxuriants des deux côtés, et la légère odeur salée du Puget Sound qui flottait dans l'air. Je rentre rarement à la maison, peut-être à cause du travail ou, plus profondément, parce que les conversations avec mes parents semblent souvent un peu forcées. Mon père, Henry Park, est un ingénieur à la retraite, strict et toujours en train de planifier. Ma mère, Angela, est une femme au foyer qui essaie de maintenir la paix, mais qui montre parfois des signes évidents d'épuisement. Quand j'ai poussé la porte, l'arôme de viande grillée et de légumes sautés s'est échappé de la cuisine. « Tu es venu nous rendre visite, Julian » a appelé maman depuis la cuisine, sa voix chaude mais légèrement pressée. Papa était assis à la table de la salle à manger, tenant le journal. Il a hoché la tête en guise de salutation sans lever les yeux. Nous nous sommes assis pour manger et le repas a commencé comme d'habitude. Riz blanc, bœuf sauté aux oignons, salade de tomates. J'ai parlé du travail, des chiffres secs que j'analysais, et ils ont hoché la tête attentivement, posant quelques questions polies. Mais ensuite, l'atmosphère a changé alors que nous mangions le dessert, un flan fait maison que maman avait préparé. Papa a soudainement posé sa cuillère et m'a regardé attentivement. « Julian, tu sais que ta mère et moi avons pensé à faire un voyage. » Son ton était sérieux, comme s'il discutait d'affaires. Maman a jeté un coup d'œil à papa, puis à moi, ses yeux pétillants. « Nous prévoyons d'aller au Japon, mon fils. C'est le rêve de toute une vie pour nous. Nous en avons parlé de nombreuses fois. » J'ai hoché la tête, pas particulièrement surpris. Il l'avait mentionné en passant auparavant, parlant de temples anciens, de cerisiers en fleurs et de cuisine raffinée. Je pensais que c'était juste un rêve éveillé. Mais maintenant, ils étaient sérieux. « Nous aurons besoin d'une aide financière de ta part, » a ajouté maman, sa voix douce mais pleine d'espoir. Billets d'avion, hôtel, nourriture. Rien de tout cela n'est bon marché, mais si nous n'y allons pas maintenant, nous n'aurons peut-être jamais une autre chance d'appeler ça un rêve. Mon cœur a battu un peu plus vite. Je ne suis pas millionnaire, mais avec un salaire stable et des économies, je pouvais couvrir les frais. Pourtant, quelque chose m'a fait hésiter. L'image m'a traversé l'esprit d'eux deux en voyage, heureux, libres, mais manquant d'un morceau. Grand-mère Clara, elle a 78 ans maintenant, vivant avec mes parents, mais souvent seule dans sa propre chambre. Elle m'avait dit un jour, sa voix tremblant d'émotion à propos du Japon, « Les personnes âgées vivent longtemps là-bas, Julian. Elles sont respectées, on s'incline devant elles, on s'en occupe comme de trésors. J'aimerais y aller juste une fois pour comprendre leur culture. » Ces paroles résonnaient dans mon esprit, m'empêchant d'accepter immédiatement. « D'accord, » ai-je dit lentement, regardant droit dans les yeux de mes parents. « Je paierai pour tout, mais à une condition. Grand-mère doit venir. » L'air est soudainement devenu tendu. Papa a froncé les sourcils. La bouche de maman s'est ouverte de surprise. « Qu'est-ce que tu viens de dire ? Tu veux que grand-mère vienne avec nous ? » Papa a immédiatement secoué la tête. « Ça ne marchera pas, Julian. Elle est vieille et se déplace lentement. Elle sera fatiguée et pourrait même gâcher le voyage pour nous. » Maman est intervenue, sa voix inquiète. Elle n'a pas l'habitude de voyager loin et elle est difficile pour la nourriture. Le décalage horaire pourrait la rendre malade. Et si quelque chose arrivait là-bas ? Comment gérerions-nous ? Ils ont déversé un flot de raisons. Elle ne s'adapterait pas. Elle ralentirait le programme. Elle se plaindrait de la nourriture inconnue. Je suis resté assis là à écouter, mais un sentiment d'injustice a grandi en moi. Il parlait d'elle comme d'un fardeau, pas comme d'un membre de la famille.
Mon cœur battait la chamade, l'adrénaline montant, comme si j'étais dans un débat important. J'ai parlé plus lentement, mais ma voix était beaucoup plus résolue. Si grand-mère n'est pas incluse, je ne pense pas que ce voyage ait encore un sens. Je me souviens clairement qu'elle a dit qu'elle voulait visiter le Japon une fois dans sa vie. Ce n'est pas seulement votre rêve. C'est aussi une chance pour elle de réaliser quelque chose qu'elle désire depuis très longtemps. Mes parents se sont regardés, les visages rouges. La voix de papa était basse et mêlée d'irritation. Est-ce que tu nous forces? C'est notre voyage. Je n'ai pas reculé, rencontrant leurs yeux calmement mais fermement. Je ne force personne. Je veux juste que les choses soient justes. Grand-mère mérite d'y aller aussi. Si elle n'est pas incluse, je ne soutiendrai pas le voyage. L'atmosphère dans la salle à manger s'est épaissie. Personne n'a dit un autre mot. Seul le léger tintement des cuillères contre les bols est resté, sonnant solitaire et lourd, comme s'il marquait une frontière qui venait d'être tracée. L'atmosphère dans la salle à manger s'est épaissie. Personne n'a dit un autre mot. Seul le léger tintement des cuillères contre les bols est resté, sonnant solitaire et lourd, comme s'il marquait une frontière qui venait d'être tracée. Je me sentais nerveux, comme si je me tenais au bord d'une falaise, craignant qu'il ne refuse et que tout ne s'effondre. Mais ensuite, après un long silence, maman a soupiré. D'accord, nous l'emmènerons. Papa a hoché la tête à contre-cœur, mais je pouvais clairement voir le mécontentement dans ses yeux. Ils ont accepté, non par joie, mais parce qu'ils ne voulaient pas perdre l'argent. Mon cœur s'est senti un peu soulagé, mais mêlé de tristesse. Pourquoi notre famille devait-elle être comme ça? Le lendemain matin, je suis allé chez grand-mère. Elle vit dans une petite maison près de Tacoma, où elle cultive des roses et lit des livres toute la journée. Quand je lui ai parlé du voyage, ses yeux se sont illuminés comme des étoiles. Vraiment, Julien? Je vais au Japon? Sa voix tremblait d'excitation. Elle m'a serré fort dans ses bras, comme un enfant sur le point de recevoir un cadeau. Je ne l'avais jamais vue aussi heureuse. Dans les jours qui ont suivi, elle a commencé à se préparer. Je l'ai aidée à acheter des vêtements confortables, des vestes légères, des pantalons amples, des chaussures de marche. Elle a passé des heures à faire des recherches sur la culture japonaise sur l'iPad que je lui avais donné, apprenant des salutations simples. Konnichiwa, arigato, elle les a soigneusement notées dans un petit carnet, son écriture tremblante mais pleine de détermination. Chaque soir, j'appelais pour prendre de ses nouvelles, l'écoutant parler de ce qu'elle avait lu. Les Japonais respectent tellement les personnes âgées, mon cher. Ils ont des rituels de salutation et la vie y est lente et paisible. Un soir, je lui ai rendu visite tard. Nous nous sommes assis sur le porche, buvant du thé chaud sous le clair de lune. Elle m'a regardé, les yeux brillants. Julien, c'est peut-être le dernier voyage de ma vie. Ces paroles m'ont serré la poitrine, mais son ton n'était pas triste. Il était plein de gratitude. Je n'ai pas peur de la mort, mon cher. Je veux juste vivre pleinement chaque instant. J'ai tenu sa main, les émotions montant en moi. Pour la première fois, j'ai senti que ma décision avait vraiment apporté de la joie à quelqu'un. Elle était si excitée que son bonheur est devenu contagieux. J'ai oublié toute la tension avec mes parents. Le jour où je les ai accompagnés à l'aéroport de SeaTac, il pleuvinait. Grand-mère était la plus excitée, tirant sa petite valise avec un grand sourire. Merci beaucoup, Julien, a-t-elle dit en me serrant fort dans ses bras. Mes parents étaient différents. Ils forçaient un sourire, mais leurs yeux montraient clairement un malaise. Peut-être parce que sa présence rendait le voyage moins parfait qu'ils ne l'avaient rêvé. Je les ai regardés embarquer. Mes sentiments étaient mitigés. Espérant que le voyage se passerait bien, mais aussi vaguement inquiet de ce qui pourrait arriver. Pendant les jours où ils étaient à Tokyo, j'ai souvent appelé grand-mère en vidéo. L'écran la montrait assise à l'hôtel avec une fenêtre derrière elle donnant sur des rues propres. Julien, les trains ici sont incroyables, rapides et impeccables, m'a-t-elle dit, sa voix pleine d'énergie. Les rues n'ont pas un seul déchet. Les jeunes s'inclinent devant les personnes âgées. Je me sens respecté. Elle a décrit des repas simples, des sushis frais, des ramen chauds et le service attentionné. En la voyant sourire paisiblement, les yeux brillants, j'ai réalisé que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas été vraiment heureuse. Elle vivait exactement comme elle le souhaitait, étant écoutée et valorisée comme elle le méritait. Ces appels m'ont laissé attendre avec impatience le suivant, comme si je vivais par procuration à travers elle.
Mais au fond de moi, je sentais un vague malaise. Mes parents la traitaient-ils bien? J'ai repoussé cette pensée, espérant que tout allait bien. 2 semaines sont passées en un éclair. Le voyage s'est terminé, et je me suis rendu à l'aéroport de SeaTac avec un rare sentiment de soulagement. Sur le chemin, j'ai souri en pensant à toute la famille rentrant saine et sauve. Grand-mère allait raconter les merveilles de Tokyo, et mes parents admettraient probablement qu'emmener grand-mère avait été une bonne idée. J'avais même fait des plans, dîner chez mes parents, écouter leurs histoires, et peut-être donner à grand-mère un nouveau carnet pour noter ses souvenirs. Tout semblait complet, comme une histoire avec une fin heureuse que j'avais moi-même écrite. Je me suis garé sur le parking, j'ai vérifié l'heure. Le vol atterrissait à 15 heures, dans seulement 20 minutes. Mon cœur a battu un peu plus vite d'excitation, mais c'était le genre de nervosité agréable, pas d'inquiétude. Je suis entré dans le hall des arrivées internationales où la foule se bousculait avec des pancartes de bienvenue et où les haut-parleurs des annonces résonnaient au-dessus de nos têtes. Mes yeux ont balayé le flot de personnes sortant de la douane, à la recherche de 3 visages familiers. D'abord, j'ai repéré papa tirant sa valise, l'air fatigué après le long vol. À côté de lui se trouvait maman portant son sac à main, les cheveux légèrement en désordre, mais forçant toujours un sourire. Ils ont poussé leur chariot à bagages et j'ai fait un signe de la main en appelant « Maman, papa, je suis là ». Ils m'ont vu et ont hoché la tête, mais leur sourire était crispé. Pas le genre de joie que l'on attend après des vacances. Mon cœur s'est un peu serré, mais j'ai pensé qu'ils étaient juste fatigués. J'ai serré maman dans mes bras, j'ai tapoté l'épaule de papa et j'ai demandé « Comment s'est passé le voyage? Est-ce que tout le monde va bien ?» Puis j'ai réalisé que grand-mère n'était nulle part. Leur chariot était chargé de bagages, mais il n'y avait que 2. Où était Clara? Elle se déplaçait généralement lentement, mais elle devait être là. J'ai regardé à nouveau autour de moi, pensant qu'elle traînait peut-être derrière, poussant sa propre valise, mais non. Le hall des arrivées s'est progressivement vidé. Les derniers retardataires sont passés et toujours aucun signe d'elle. Une vague de malaise est montée comme un courant sous-jacent, me serrant la poitrine. Où est grand-mère? Pourquoi je ne la vois pas, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix calme, mais déjà tremblant légèrement. Mes parents ont échangé un regard, évitant mes yeux. Papa s'est raclé la gorge. Maman s'est mordu la lèvre. Clara a décidé de rester au Japon, a dit maman évasivement, sans me regarder directement. Elle ne veut pas revenir. Elle préfère la vie là-bas, mon fils. Le Japon est bon pour sa santé. Air pur. Les gens respectent les personnes âgées. Leurs mots m'ont frappé comme un coup de poing. Rester sur place. Grand-mère voulait rester au Japon. J'ai secoué la tête en essayant de digérer l'information. Il y a à peine 2 jours, je l'avais appelée en vidéo. Elle rayonnait, me parlant d'une dernière visite dans un jardin de cerisiers en fleurs. Sa voix pleine d'enthousiasme. Quand on rentrera, je te ferai des ramen, Julien. J'ai appris la recette. Pas un seul mot sur le fait de rester. Elle était heureuse, impatiente de rentrer. Pas du genre à décider soudainement de bouleverser sa vie. Rester? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit, ai-je demandé, la voix s'élevant, le cœur battant comme un tambour de guerre. Papa est intervenu. C'était une décision soudaine. Nous avons essayé de la dissuader, mais elle était catégorique. La vie là-bas lui convient mieux. Tu sais comment elle a toujours parlé de la longévité des personnes âgées au Japon? Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas. C'était le jour où il devait rentrer et je n'avais reçu aucun appel ni message d'elle. Grand-mère était toujours prudente. Elle signalait même les plus petites choses à l'avance. Si elle avait décidé de rester, elle m'aurait appelé immédiatement, m'aurait tout expliqué, aurait demandé l'avis de son petit-fils bien-aimé, mais rien. Son téléphone était resté silencieux toute la matinée. J'ai sorti mon téléphone sur le champ, j'ai composé son numéro, les mains tremblant légèrement. Ça a sonné et sonné, mais pas de réponse. Juste une tonalité froide et sans fin, puis la messagerie vocale. Grand-mère, c'est Julien. Où es-tu? S'il te plaît, rappelle-moi, ai-je dit dans le téléphone, ma voix urgente. Mes parents se tenaient là, l'air mal à l'aise, mais ne disant rien de plus. Dans mon esprit, les questions se bousculaient comme une tempête. A-t-elle été forcée? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu à l'avance? Mais devant eux, je ne pouvais pas accuser directement.
Aucune preuve, juste l'instinct. J'ai dégluti difficilement, essayant de rester calme. Allons d'abord à la voiture. On en parlera plus tard. J'ai poussé silencieusement le chariot à bagages jusqu'au parking, le vent froid du Puget Sound me donnant la chair de poule. Tout autour de moi semblait flou, comme dans un film d'horreur. Le bruit des voitures, les gens qui riaient et parlaient, mais tout ce que j'entendais, c'était le battement chaotique de mon propre cœur. Je me suis dit, peut-être que je me fais des idées. Peut-être qu'elles voulaient vraiment rester et qu'ils essayaient juste de m'éviter de m'inquiéter. Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait pas. Mes parents marchaient à côté de moi en silence, ne me demandant pas de nouvelles de mon travail comme ils le faisaient d'habitude. L'atmosphère était si lourde que j'avais envie de crier. Puis l'inattendu s'est produit. Alors que nous approchions de la voiture, le sac à main de maman, posé négligemment sur la valise, a glissé et est tombé par terre. La fermeture éclair s'est ouverte et le contenu s'est éparpillé sur le béton. Dentifrice, une débarbouillette, quelques souvenirs, et soudain je me suis figé. Au milieu du désordre, j'ai vu le passeport de grand-mère, sa carte d'identité et le vieux téléphone qu'elle portait toujours. Mon cœur a semblé s'arrêter. C'étaient ses documents d'identité. Pourquoi étaient-ils dans le sac de maman? Je me suis penché pour les ramasser, les mains tremblantes, en les examinant de près. Oui, la photo souriante de grand-mère Clara sur le passeport, le numéro de série correspondant. L'écran du téléphone sombre, mais celui qu'elle utilisait pour m'appeler en vidéo. Le choc et l'incrédulité m'ont submergé d'un coup, comme une bombe explosant dans ma tête. Je me suis retourné brusquement, les tenant devant mes parents. Qu'est-ce que c'est? Les documents de grand-mère. Son téléphone. Pourquoi sont-ils dans votre sac? Ma voix est sortie plus fort que prévu, attirant les regards de quelques passants. Mes parents ont pâli. Le visage de papa est devenu blanc comme du papier. Maman a balbutié. On les garde juste pour elle, Julian. Elle voulait rester, alors elle nous les a laissés pour les ramener. C'était son idée. Papa a hoché la tête vigoureusement. C'est vrai. Elle a dit que l'environnement au Japon est meilleur et qu'elle n'aurait pas besoin des documents pour l'instant. Nous suivions simplement ses souhaits, pensant que c'était le mieux pour elle en ce moment. Je n'y croyais pas. Je ne pouvais pas y croire. Le malaise dans leurs yeux, la façon dont ils évitaient le contact visuel direct, les petites incohérences dans chaque phrase, tout indiquait une chose. Ils mentaient. Grand-mère n'aurait jamais laissé ses papiers d'identité comme ça. Elle était méticuleuse. Tout était toujours bien organisé et jamais hors de sa portée. Et le téléphone, c'était encore moins probable. Elle en avait besoin pour rester en contact avec moi. Un terrible soupçon m'a envahi, me glaçant le sang. L'avait-il abandonné au Japon? L'avait-il laissé seul dans un pays étranger sans documents, sans aucun moyen de contacter sa famille? La pensée m'a donné le vertige, la nausée. Le mieux pour elle? Pourquoi ne m'a-t-elle pas appelé? Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit à l'avance, ai-je exigé, ma voix tremblant de colère et de peur. Mes parents ont cafouillé. Maman a dit, elle est occupée à régler des choses là-bas et elle a dit que tout va bien. Elle nous a dit de ne pas en faire toute une histoire parce qu'elle ne voulait pas que tu t'inquiètes. Mais je voyais clair. Il cachait quelque chose. J'avais envie de crier, d'appeler la police sur le champ, mais je n'avais aucune preuve concrète, juste les documents. Il pouvait dire la vérité. J'ai respiré lourdement, essayant de me retenir. Rentrons d'abord à la maison. On en reparlera correctement. J'ai tout remis dans le sac, j'ai chargé les bagages dans le coffre et j'ai conduit jusqu'à Tacoma dans un silence de mort. Mes parents étaient assis à l'arrière, ne disant rien, regardant simplement par les fenêtres. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, mon esprit tourbillonnant de dizaines de scénarios horribles. Grand-mère perdue à Tokyo. Pas d'argent, pas de langue, personne pour l'aider. Le malaise a grandi, comme un ballon sur le point d'éclater. Je les ai déposés à la maison, j'ai dit un au revoir sec et je suis retourné seul à Seattle. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Mon petit appartement à Seattle est soudainement devenu suffocant, comme une boîte scellée remplie d'obscurité. Je suis resté allongé dans mon lit, fixant le plafond, où de minuscules fissures ressemblaient à des toiles d'araignée m'emprisonnant. Mon esprit était hanté par les pires scénarios possibles. Grand-mère Clara errant dans les rues de Tokyo, serrant sa vieille valise,
les yeux hagards en cherchant un visage familier au milieu d'une mer d'étrangers. Comment s'en sortirait-elle sans passeport, sans téléphone? Qui pourrait-elle appeler alors qu'elle ne parlait pas japonais? Je l'imaginais blottie dans un coin d'un parc, le vent froid soufflant de la rivière Sumida, des larmes coulant sur ses joues ridées. « S'il vous plaît, aidez-moi » murmurait-elle en anglais, mais personne ne comprenait. Mon cœur battait la chamade, une sueur froide perlant malgré la fraîcheur de la pièce. Une vague d'impuissance m'a submergé comme une lourde pierre m'écrasant la poitrine. Que avais-je fait pour la protéger? J'étais son petit-fils, le seul membre de la famille qui se souciait vraiment d'elle. Pourtant, je l'avais laissé tomber dans cette situation. Je me suis retourné et retourné, me levant plusieurs fois pour arpenter le salon sombre. La nuit s'est éternisée. Chaque minute semblait une heure, et l'anxiété a grandi, me donnant envie de crier pour chasser le cauchemar qui s'accrochait à moi. Le lendemain matin, alors que le soleil pointait à travers la fenêtre, l'inquiétude est devenue insupportable. Je ne pouvais plus rester assis. Mon cœur s'est emballé en ouvrant mon ordinateur portable, les mains tremblantes en cherchant des vols pour Tokyo. Je n'avais qu'une seule résolution. Je devais la trouver. Le premier vol était cet après-midi-là, de Shitak à Narita. J'ai fourré quelques vêtements de rechange dans un sac à dos avec mon passeport et mes économies. Sur le chemin de l'aéroport, j'ai appelé mon patron pour demander un congé d'urgence. Voie urgente. Urgence familiale. Je dois y aller tout de suite. Ils ont accepté, mais je m'en fichais. Le travail était secondaire maintenant. À l'aéroport, je me suis assis dans la salle d'attente, tapant du pied sans cesse, mon esprit tourbillonnant de plans. Une fois à Tokyo, je me dirigerai directement vers l'auberge Sakura à Shinjuku, l'hôtel dont elle m'avait fait l'éloge dans ses vidéos. Elle l'avait décrit en détail. C'est un petit hôtel confortable avec un propriétaire très gentil, Julien. C'est là que j'irai en premier au Japon. Si elle n'était pas là, j'irai à la police, je posterai des avis de recherche. Je ferai tout mon possible. La nervosité me tordait l'estomac comme une bombe à retardement. L'avion a décollé et j'ai regardé par la fenêtre les nuages blancs qui dérivaient. Mais mon cœur était aussi sombre qu'une tempête. Le vol a duré plus de 10 heures, un cauchemar éveillé. Je n'ai pas dormi, je suis juste resté assis là à rejouer de vieilles vidéos d'elle. Grand-mère rayonnant en parlant des trains, excitée par les cerisiers en fleurs. Ça fait si longtemps que je ne me suis pas senti aussi libre. Ces paroles résonnaient, me faisant monter les larmes aux yeux. Je me suis blâmé. Pourquoi n'ai-je pas pris l'avion avec eux dès le début? Pourquoi ai-je fait confiance à mes parents? Lorsque l'avion a atterri à Narita, Tokyo était déjà plongé dans le noir avec une légère pluie tombant. J'ai passé la douane en courant, j'ai pris un taxi immédiatement, sans repos malgré mon corps épuisé. Sakura in à Shinjuku, ai-je dit au chauffeur, la voie urgente. Sur le chemin, Tokyo s'est dévoilé par la fenêtre. Des néons clignotants, des foules pressées, des trains passant à toute vitesse, mais j'ai à peine remarqué. Mon esprit se préparait au pire. Les possibilités les plus sombres n'arrêtaient pas de me traverser l'esprit. Elle aurait pu être escroquée, volée, ou pire, sa santé défaillant à cause du choc. La pensée m'a presque étouffé. Je me suis réprimandé sans pitié. Espèce d'idiot, Julien. Tu l'as laissé seul avec eux. S'il lui arrivait quelque chose, tu ne te le pardonnerais jamais. Mon cœur s'emballait de manière erratique, la sueur coulant malgré la climatisation glaciale du taxi. Chaque fois que la voiture s'arrêtait à un feu rouge, j'avais l'impression que quelqu'un me serrait la poitrine. Dans mon esprit, je criais « Dépêchez-vous, s'il vous plaît ». Juste un peu plus vite. Finalement, le taxi s'est arrêté devant Sakura in, un petit bâtiment d'où une lumière jaune chaude se déversait des portes vitrées. J'ai payé à la hâte, j'ai mis mon sac à dos sur mon épaule et j'ai presque couru dans le hall. Derrière le comptoir de la réception se trouvait un homme d'âge mûr en uniforme impeccable. Il s'est incliné par habitude. Hirasemasu. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de garder ma voix stable, et j'ai expliqué en anglais que je cherchais Clara Park, qu'elle était une cliente séjournant ici et ma grand-mère. Le réceptionniste a fait une pause, puis est passé à un anglais lent et poli, et m'a demandé d'attendre un instant. Il a regardé l'écran de l'ordinateur, a tapé quelques informations et a feuilleté le registre d'inscription à côté du comptoir. Je suis resté là, serrant fermement les bretelles de mon sac à dos, le cœur battant si fort que je pensais que tout le monde pouvait l'entendre.
Chaque seconde s'étirait anormalement. Finalement, il a levé les yeux et a hoché la tête. Oui, Madame Clara Park séjourne toujours chez nous. Chambre 205. Ces mots m'ont submergé comme de l'eau fraîche. Mes jambes se sont dérobées. Toute la tension qui s'était accumulée pendant tout le voyage s'est enfin relâchée. J'ai failli m'effondrer, m'agrippant au comptoir, haletant. La tension des dernières heures, non, des 2 derniers jours s'est enfin dissipée. Elle était là. Elle était en sécurité. Je lui ai demandé de la contacter. S'il vous plaît, appelez-la pour moi. Dites-lui que son petit-fils est arrivé. Il a composé le numéro interne, a dit quelque chose en japonais, puis a hoché la tête. Elle descend tout de suite. Je suis resté dans le hall, les jambes tremblantes, les yeux fixés sur l'ascenseur. Chaque seconde semblait un siècle. Puis les portes se sont ouvertes, et elle était là, Clara Park, calme et posée, le visage détendu, portant sa veste familière, souriant en me voyant. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui avait été abandonné ou en danger. Elle paraissait en bonne santé, les yeux brillants, marchant d'un pas assuré. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle appelé, sa voix chaude. Je me suis précipité vers elle, l'enveloppant dans une étreinte serrée jusqu'à ce qu'elle rigole. « Tu m'étouffes. » Je l'ai rapidement lâchée et je l'ai examinée de la tête aux pieds. Pas de blessure, pas de fatigue, l'esprit aussi vif que jamais. La peur dans mon cœur s'est dissipée. Des larmes ont coulé de manière incontrôlable. « Grand-mère, j'étais mort d'inquiétude pour toi. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? Maman et papa ont dit que tu voulais rester, mais je ne les ai pas crus. » Elle m'a tapoté l'épaule et m'a conduit à l'étage. « Viens d'abord dans ma chambre. Je t'expliquerai tout. » Sa chambre était propre et compacte avec une légère odeur de thé vert. Des livres et des cahiers étaient soigneusement rangés sur la table. Nous nous sommes assis. Elle a préparé du thé chaud et a commencé calmement son histoire. Pendant son séjour, le propriétaire de l'hôtel, Monsieur Hiroshi, s'était beaucoup attaché à elle. Il avait remarqué comment j'observais les clients plus âgés, demandant leurs besoins, comme des chaises plus basses ou du thé plus chaud. Il était impressionné. Elle a continué, les yeux brillants. Monsieur Hiroshi a reconnu le talent de Clara pour l'organisation, la communication et le soin des gens. Il m'a offert un emploi pour aider à gérer l'hôtel, en particulier pour servir les clients âgés. J'ai formé le personnel à écouter et à montrer du respect. Pour la première fois, Julien, je suis considéré comme un véritable atout, pas comme un fardeau. Ces paroles m'ont stupéfié. À 78 ans, on lui avait offert un emploi dans le lointain Japon, quelque chose qu'elle n'avait jamais connu à la maison. Elle a admis qu'elle n'avait pas encore discuté correctement de l'offre avec la famille. Je pensais qu'on en parlerait à notre retour, avec toi et tes parents. Je ne voulais pas décider à la hâte, mais l'inattendu s'est produit. Mes parents ont quitté le Japon seuls, la laissant derrière eux sans préavis ni consentement. Ce matin-là, je me suis réveillé tard parce que j'étais fatigué, pensant qu'ils étaient au petit déjeuner. Mais quand je suis descendu dans le hall, le réceptionniste a dit qu'ils avaient fait leur check-out et pris tous les bagages, y compris les miens. Elle a raconté cela avec un léger tremblement dans la voix, mais toujours posée. Ils avaient pris tous ses documents d'identité et son téléphone. Ils ont dit qu'ils les gardaient pour moi, mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils partiraient simplement. Lorsqu'elle a réalisé qu'elle avait été abandonnée dans un pays étranger, Clara a été abasourdie. Je suis resté là, le cœur battant, voulant pleurer. Pas de documents, pas d'argent, aucun moyen de contacter qui que ce soit. J'ai pensé, vais-je mourir ici ? Mais à ce moment-là, elle s'est tournée vers Monsieur Hiroshi pour obtenir de l'aide. Il est merveilleux. Il m'a laissé rester temporairement et m'a proposé de contacter l'ambassade, mais j'ai décidé d'essayer le travail et de voir si je pouvais m'en sortir. Je suis resté sans voix, soulagé qu'elle soit en sécurité mais le cœur brisé comme si j'avais été coupé par un couteau. Le respect et la reconnaissance que Clara recevait d'étrangers ici n'avaient jamais existé au sein de sa propre famille. Mes parents la voyaient comme un fardeau alors que des étrangers voyaient sa valeur. Des larmes ont coulé à nouveau. Je suis tellement désolé, grand-mère. J'aurais dû venir avec vous. Elle a secoué la tête et m'a serré dans ses bras. Ce n'est pas de ta faute. Je vais bien. Ne voulant pas qu'elle se sente triste ou coupable, j'ai exprimé mon soutien. Si tu veux rester, je te soutiendrai. Je lui ai rendu tous ses documents et son téléphone, ceux que j'avais pris dans le sac de maman.
Elle les a acceptés, un doux sourire aux lèvres. Merci. Je resterai. Promets-moi juste de continuer à appeler. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le lendemain, j'ai réservé un vol de retour. Nous avons pris le petit déjeuner avec Monsieur Hiroshi. Il m'a serré la main et a dit dans un anglais hésitant, « Madame Clara est une personne merveilleuse. Nous prendrons bien soin d'elle pour vous. » Elle m'a accompagné à l'aéroport de Narita, calme et forte, me serrant fort dans ses bras. « Rentre à la maison et vise bien. Je suis fier de toi. » Je suis monté à bord de l'avion le cœur lourd. Douleur due aux actions de mes parents, mais pleine confiance dans la nouvelle voie de grand-mère. Elle vivait vraiment maintenant, et j'avais appris que parfois la famille n'est pas une question d'obligation, mais de liberté. Le vol de retour vers Seattle a semblé être un cauchemar éveillé. Mais au moins cette fois, mon cœur ne battait pas la chamade de pure panique. Je me suis assis près de la fenêtre, regardant les nuages blancs dériver paresseusement, mon esprit tourbillonnant de tout ce qui venait de se passer. Grand-mère était en sécurité. Elle commençait même une nouvelle vie. Mais mes parents, ma propre chair et mon propre sang, l'avaient trahi de la manière la plus cruelle possible. Je me demandais s'ils ressentaient le moindre regret ou s'ils essayaient simplement d'oublier que cela s'était produit. Lorsque l'avion a atterri à SeaTac, il pleuvinait et j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, l'épuisement s'abattant sur moi. J'ai ouvert la porte de l'appartement et l'air familier s'est engouffré. L'odeur rance de vieux café, la pile de papier sur mon bureau et un silence lourd. Je me suis effondré sur le lit et je suis tombé dans un sommeil agité, hanté par des images de grand-mère souriant dans le lointain Tokyo. De retour à Seattle, j'ai essayé de reprendre ma routine habituelle. Réveil à 6 heures du matin, café noir, assis devant l'ordinateur, vérifiant les emails du travail. J'ai enfilé une chemise propre, je suis allé au bureau et j'ai salué mes collègues avec un sourire forcé. À l'extérieur, j'étais toujours Julian Park, le type calme et responsable avec une vie stable. Mais à l'intérieur, un vide indescriptible s'était formé, comme un trou qui ne cessait de s'élargir. Chaque soir en rentrant, je m'asseyais seul sur le canapé, fixant les lumières de la ville scintillant au-delà de la fenêtre, me demandant, qu'est-ce que grand-mère fait en ce moment? Est-ce que la maison lui manque? Ce vide me faisait me sentir plus seul que jamais, alors que j'étais autrefois à l'aise avec la solitude. J'ai commencé à l'appeler chaque semaine, écoutant sa voix joyeuse alors qu'elle parlait de son travail à l'hôtel. Aujourd'hui, j'ai appris au personnel à vraiment écouter les clients âgés, mon cher. Ils se sont inclinés devant moi et m'ont appelé sans cesse, professeur. J'ai souri, mais mon cœur était lourd. Pourquoi devait-elle trouver le respect dans un endroit si lointain? Les appels de mes parents se sont faits de plus en plus rares. Avant, ils sonnaient tous les mois pour me demander des nouvelles de mon travail avec une allusion sous-jacente à un besoin d'aide financière, mais maintenant le téléphone restait silencieux. J'ai initié quelques fois, en essayant de paraître normal. Comment allez-vous tous les deux? Pour moi, le travail va toujours bien. Ils ont répondu vaguement, parlant de la météo à Tacoma ou de nouveaux voisins. Mais dès que j'ai mentionné Clara, l'atmosphère a changé. Comment va grand-mère? Avez-vous été en contact, ai-je demandé, le cœur battant à toute vitesse en attendant leur réponse. Papa s'est raclé la gorge. Oh, elle est au Japon. Elle va probablement bien. Bref, comment va ton travail? Maman est intervenue. Ne t'inquiète pas, elle peut prendre soin d'elle-même. Parlons d'autre chose. Comment vas-tu avec tes repas? Ils ont changé de sujet comme si l'existence de grand-mère était devenue tabou, trop inconfortable à mentionner. La première fois, j'ai cru que je m'imaginais des choses. Mais la fois suivante et la fois d'après, l'évitement était indubitable. Ma poitrine se serrait à chaque appel, redoutant leur réaction. Finalement, j'ai arrêté d'en parler, mais la douleur persistante est restée, comme une blessure non guérie. J'ai continué mon travail d'analyste de données dans une entreprise technologique de taille moyenne, un poste que j'occupais depuis 6 ans. Le salaire était stable, suffisant pour payer le loyer, manger confortablement et constituer une épargne décente. Je m'asseyais devant des écrans, passant au crible les données des clients et prédisant les tendances des ventes. Les collègues étaient sympathiques. Mon patron me félicitait de temps en temps. Excellent rapport, Julian. Je me sentais en sécurité, comme si ma vie était sur des bases solides. Mais ensuite, le marché de la technologie a commencé à ralentir. La nouvelle s'est répandue. Des licenciements massifs en 2025,
dû au remplacement des emplois par l'IA et au ralentissement économique. De grandes entreprises comme Amazon et UPS ont supprimé des milliers de postes. Des rumeurs ont commencé à circuler dans notre bureau. J'ai entendu dire que le nouveau projet est en attente. Les projets ont été réduits. Les budgets ont été resserrés. La charge de travail a progressivement diminué. Au lieu de faire des heures supplémentaires, je partais plus tôt, mais la pression a monté en flèche. Le patron a tenu des réunions plus fréquentes. Voix tendue. Nous devons optimiser tout le monde. Les moins performants seront évalués. Les réunions internes sont devenues plus stressantes que jamais. J'étais assis dans la salle de conférence, serrant une tasse de café froid, écoutant le patron analyser les indicateurs. Le chiffre d'affaires a baissé de 15% ce trimestre. Nous devons réduire les coûts. Les collègues ont échangé des regards inquiets, tout le monde silencieux. Pour la première fois, j'ai ressenti l'instabilité. Mon cœur s'emballait chaque fois qu'un email des RH arrivait, l'ouvrant nerveusement pour vérifier s'il y avait de mauvaises nouvelles. J'ai commencé à rester tard, à vérifier 2 fois les données, espérant tenir le coup. Mais au fond de moi, je savais que la tempête arrivait. Un matin, je suis arrivé tôt. L'atmosphère était étrange. Des collègues chuchotaient, les visages pâles. Le patron a convoqué une réunion d'urgence. L'entreprise se restructure. Nous devons réduire le personnel. Mon nom était sur la liste. Julien, vos compétences sont excellentes, mais ce poste est supprimé. L'IA peut s'en charger maintenant. Les mots ont frappé comme la foudre. Je suis resté figé, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant. Licencié, ma seule source de revenus depuis des années. J'ai emballé mes affaires dans une boîte en carton, je les serrai contre moi en marchant jusqu'à la voiture, les larmes coulant sans que je m'en rende compte. En rentrant à la maison, je me suis garé et j'ai crié dans la voiture, pourquoi moi? Les économies que j'avais constituées, autrefois suffisantes pour soutenir la famille, ont rapidement diminué. Le coût de la vie à Seattle était exorbitant. 2000 $ de loyer par mois, assurance maladie, services publics, nourriture. J'ai budgétisé chaque dollar, annulant Netflix, mangeant plus frugalement. Mais ce n'était toujours pas assez. L'argent a disparu rapidement. Mon compte en banque a diminué de jour en jour. Je suis tombé au chômage, passant des heures chaque jour devant l'ordinateur à postuler à des emplois. J'ai mis à jour mon CV, soulignant 8 ans d'expérience en analyse de données, et j'ai envoyé des candidatures à entreprise après entreprise. Mais le marché du travail était déprimant. Les nouvelles étaient remplies de nouveaux licenciements tandis que les offres d'emploi se raréfiaient. Les réponses que j'ai reçues étaient toutes les mêmes. Nous vous contacterons si votre profil correspond, ou pire, un silence complet. Les jours sont passés dans un brouillard d'impuissance. Je vérifiais les emails de manière obsessionnelle, le cœur faisant un bond à chaque nouvelle notification, pour ne ressentir que de la déception quand ce n'était que du spam. L'inquiétude a grandi en moi. Comment allais-je survivre comme ça? Que arriverait-il lorsque le reste de l'argent serait épuisé? J'ai réduit les dépenses au strict minimum, vivotant. Le petit déjeuner était un café noir, le déjeuner quelques œufs, le dîner des sandwichs au fromage. Je pesais souvent chaque achat. Acheter du lait aujourd'hui ou économiser. J'ai retardé le paiement des factures de services publics, j'ai porté des couches supplémentaires au lieu d'allumer le chauffage. L'appartement est devenu froid, non pas à cause du temps, mais de la solitude. Allongé dans mon lit, fixant le plafond, je me demandais si je pouvais tenir le coup. Attendant nerveusement un appel pour un entretien, mais le téléphone ne sonnait que pour les télévendeurs. J'ai maintenu un contact régulier avec Clara, l'appelant en vidéo chaque semaine. « Comment vas-tu, mon cher ?» a-t-elle demandé, sa voix chaude venant de Tokyo. J'ai forcé un sourire. « Je vais bien, grand-mère. Le travail est toujours aussi chargé. » J'ai caché ma situation, ne voulant pas qu'elle s'inquiète. Mais à chaque appel, ma poitrine se serrait. Elle parlait de ses succès à l'hôtel tandis que je sombrais de plus en plus. Dans mes moments les plus désespérés, je me suis tourné plusieurs fois vers mes parents, espérant une aide temporaire. La première fois, je suis allé à Tacoma, je me suis assis en face d'eux pendant un long moment avant d'oser parler, essayant de paraître calme. Les choses ont été un peu difficiles au travail ces derniers temps. J'ai juste besoin de traverser une courte période. Pourriez-vous m'aider? Papa m'a regardé, a fait une pause de quelques secondes,
puis a répondu d'un ton égal. Ce n'est pas pratique en ce moment, Julien. Nous avons nos propres dépenses. Maman a légèrement hoché la tête et a ajouté d'un ton léger mais froid. Tu es un adulte. Tu devrais gérer ces choses toi-même. La fois suivante, j'ai appelé, ce serait juste un prêt. Je vous le rembourserai. Ils ont refusé catégoriquement. Nous ne sommes pas une banque, Julien. Leur froideur m'a coupé comme un couteau, sans dissimulation. Mon cœur battait de colère et de douleur. Leur refus m'a fait réaliser que lorsque je n'avais plus de valeur financière, les liens familiaux devenaient plus fragiles que jamais. Ils m'avaient demandé de l'argent pour voyager. Maintenant, ils me tournaient le dos quand j'en avais besoin. En rentrant à la maison, les larmes ont brouillé ma vision, une vague de trahison me submergeant. Ma vie a progressivement atteint une impasse. Non seulement par manque d'argent ou de travail, mais par le sentiment d'être abandonné. Tout comme Clara avait été traitée autrefois, mise de côté lorsqu'elle n'était plus utile. Sauf que cette fois, j'étais dans cette position. J'errais dans les parcs, regardant les gens rire et jouer, me demandant pourquoi la vie était si injuste. Attendant nerveusement une lueur d'espoir, mais ne rencontrant que de la déception. Pendant de longues nuits blanches, je suis resté éveillé, l'esprit en ébullition. J'ai commencé à comprendre que la stabilité à laquelle j'avais fait confiance n'existait que tant que je pouvais encore porter les autres. Quand je suis devenu vulnérable, tout s'est effondré. J'ai pensé à grand-mère, à sa force, et je me suis demandé si je pourrais me relever. L'impasse m'enveloppait, mais au fond de moi, une petite flamme vacillait encore. Je devais continuer, d'une manière ou d'une autre. 4 ans ont passé depuis que je suis tombé en crise. Et ma vie est devenue une chaîne de défis incessants. J'ai accepté n'importe quel travail pour survivre, de postes bien en dehors de mon expertise à des choses que je n'aurais jamais imaginé toucher. Au début, je me suis accroché à l'analyse de données, envoyant des CV à de petites entreprises et acceptant même des missions indépendantes à des tarifs dérisoires. Mais lorsque les opportunités se sont taries, j'ai dû pivoter. J'ai travaillé comme barista dans un café local, debout pendant des heures derrière le comptoir à préparer des lattes et des cappuccinos pour des clients pressés, tandis que mon esprit tournait encore avec de vieux chiffres et graphiques. L'odeur de café s'accrochait à mes vêtements, mais au moins, cela m'aidait à payer mon loyer. Puis j'ai essayé de conduire un taxi, sillonnant les rues pluvieuses de Seattle, transportant des inconnus et écoutant leurs histoires tout en étant accablé par mes propres soucis. Certaines nuits tardives, je me garais, fixant le sombre Puget Sound, me demandant si ce serait ma vie pour toujours. J'ai même travaillé comme concierge dans un immeuble de bureau, balayant des sols brillants en pleine nuit, agrippant le balai tandis que mon cœur battait d'épuisement et d'humiliation. Ces emplois n'étaient pas des rêves, mais ils me maintenaient en vie au sens le plus littéral du terme. La vie ne s'est pas améliorée rapidement. Chaque mois, je budgétisais méticuleusement. Loyer, services publics, nourriture de base. Parfois, je devais vendre de vieux biens comme mon ordinateur portable ou les livres d'analyse de données que j'avais autrefois chéris. Mais quelles que soient les circonstances, je refusais de baisser les bras ou de m'effondrer. Je me suis fixé un principe. Continuer à vivre avec dignité. Pas de vol, pas de mensonge, pas de mendicité à nouveau auprès de mes parents. Chaque matin, je me regardais dans le miroir et je me disais, aujourd'hui, tu vas essayer. C'est ainsi que je suis resté fort, même lorsque la flamme intérieure ressemblait à une allumette sur le point de s'éteindre. J'ai lu des livres à la bibliothèque publique et j'ai appris de nouvelles compétences grâce à des vidéos YouTube gratuites, de la programmation de base aux techniques de vente. Mais le marché du travail est resté morose, et chaque rejet faisait battre mon cœur d'un mélange d'anxiété et de déception. Je me suis progressivement habitué à la solitude. Ma petite chambre louée dans une banlieue de Seattle est devenue le seul endroit que j'appelais mon foyer. Un espace exigu avec un lit simple, un vieux bureau et une minuscule cuisine. Pas d'amis proches, pas de petit ami. J'avais tout perdu pendant ces années d'impasse. Le soir, je m'asseyais seul, écoutant la pluie crépiter sur le toit, ressentant une étrange paix. Ce silence m'aidait à rester sain d'esprit, empêchant le désespoir de m'engloutir. J'appelais régulièrement grand-mère Clara en vidéo, l'écoutant parler de la vie à Tokyo. J'ai été promu, mon cher. Maintenant, je gère tout le service aux clients âgés. J'ai souri, cachant ma lassitude. C'est merveilleux, grand-mère. Je suis si fier. Elle m'a demandé de mes nouvelles, et j'ai toujours dit, je vais bien. Toujours au même travail.
Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Chaque appel me réchauffait un peu le cœur. Mais après avoir raccroché, la solitude revenait en force, me laissant éveillé, me demandant si ma vie avait une issue. Un après-midi ordinaire, alors que j'étais dans ma chambre, un coup inattendu a retenti à la porte. Mon cœur a cogné. Qui cela pouvait-il être? Je recevais rarement de visites. Peut-être le propriétaire venant chercher le loyer en retard. Je me suis levé, je me suis dirigé vers la porte, me sentant lent, mon esprit encore attardé sur le service d'aujourd'hui. Un long trajet en taxi rempli de passagers difficiles. Mais quand j'ai ouvert, je me suis figé. Dehors se tenait Clara, ma grand-mère, calme et confiante, les yeux brillants et l'attitude bien plus posée que l'image que j'avais d'elle il y a des années. Elle portait une veste soignée, les cheveux argentés attachés, une petite valise à côté d'elle. Plus la vieille femme frêle, mais une femme forte, comme transformée au pays des cerisiers en fleurs. J'ai balbutié son nom, la voix tremblant de choc. Mon cœur s'est emballé comme si j'étais dans un rêve irréel. Clara m'a souri, un sourire chaleureux et plein de vitalité. Julian, mon cher petit-fils. Sa voix était aussi douce que jamais. Je me suis précipité en avant, l'enveloppant dans une étreinte, toute l'émotion refoulée des années s'écoulant. C'était à la fois chaleureux et accablant, comme un barrage qui cède. Je l'ai serré fort, les larmes coulant de manière incontrôlable, son parfum familier, thé vert et camomille, ramenant des souvenirs à la surface. Tu es de retour. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu? Tu m'as tellement manqué, elle chuchotait, la voix brisée. Elle m'a tapoté doucement le dos. Je voulais te faire la surprise. Entrons et parlons. Nous nous sommes détachés et je l'ai fait entrer. L'espace exigu est soudainement devenu plus chaleureux, rempli par sa présence. J'ai réalisé que cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas senti vraiment pas seul. Cette chambre froide débordait maintenant d'une véritable chaleur familiale. Nous nous sommes assis sur le vieux canapé. J'ai préparé à la hâte du thé chaud, les mains tremblant encore d'excitation. Elle a jeté un coup d'œil à la pièce, ses yeux passant sur les livres et les papiers éparpillés, mais n'a rien dit de jugeant. Laisse-moi te raconter mes années au Japon, a-t-elle commencé, la voix stable mais fière. Elle a décrit comment on lui avait fait confiance, comment on lui avait donné des responsabilités, de l'assistance à la gestion à la formation du personnel. Au début, je n'aidais qu'à de petites choses, mais Monsieur Hiroshi a vu mon don pour observer les besoins des clients âgés. J'ai organisé des cérémonies du thé dédiées pour eux, j'ai écouté leurs histoires, je les ai aidés à se sentir respectés. Ses yeux se sont illuminés. Pour la première fois de ma vie, Julian, j'ai été apprécié pour mes capacités, pas pour mon âge. Personne ne m'a vu comme un fardeau. Il m'appelait Clarisant et écoutait mes opinions. J'ai écouté, le cœur battant d'émotion. Elle a détaillé ses voyages d'affaires nationaux au Japon, l'apprentissage du japonais de base, la création de nouveaux liens d'amitié. Chaque histoire peignait une image vivante d'elle marchant avec confiance dans le Tokyo animé. Mais au fond de moi, j'attendais avec anxiété. Pourquoi était-elle de retour? Était-il arrivé quelque chose? Lorsque Clara m'a interrogé sur ma vie actuelle, j'ai d'abord hésité, essayant de rester calme. Je suis comme toujours, grand-mère. Je fais des petits boulots, mais je vais bien. Ma voix était tendue. J'ai évité son regard, mais elle m'a regardé attentivement comme si elle lisait dans mon âme. Dis-moi la vérité, Julian. Je sais que tu caches quelque chose. Ces paroles ont touché la blessure, et je n'ai pas pu me retenir. Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai craqué, lui racontant les années difficiles, le chômage prolongé, les emplois de fortune, comment mes parents m'avaient tourné le dos. J'ai perdu mon travail, grand-mère. J'ai essayé si fort, mais tout s'est effondré. Maman et papa n'ont pas voulu m'aider. Ils m'ont vu comme un fardeau. J'ai sangloté, la voix tremblante, le cœur battant de soulagement. Elle a écouté sans interrompre ni juger, me tenant simplement la main et m'encourageant doucement. Mon petit-fils, tu t'es si bien débrouillé. Ne pas abandonner, garder ta dignité. C'est la chose la plus précieuse dans les moments difficiles. Ces louanges, chaleureuses et sincères, m'ont fait pleurer davantage, mais de soulagement. Puis Clara a expliqué sa décision de retourner en Amérique. Je suis revenu pour un nouveau projet, mon cher. Sa voix était résolue. On lui avait confié l'ouverture d'un hôtel aux États-Unis sur le modèle japonais, axé sur le service et le respect des clients âgés.
La société mère au Japon veut s'étendre, et ils me font confiance pour le faire. L'hôtel sera à Seattle, à proximité, avec la même philosophie d'écoute et de soins que Sakura Inn. J'étais stupéfait, la bouche bée. Alors, tu diriges tout le projet? Je veux dire, tu vas tout gérer du début à la fin. Elle a souri. Pas exactement en tant que propriétaire, mais je superviserai directement le projet depuis le début, et je veux que tu te joignes à moi pour m'aider. Non pas par obligation familiale, mais parce que je crois en tes capacités et ton caractère. Tu es doué pour l'analyse et l'organisation. Tu m'aideras à mettre en place les systèmes. Ces paroles ont explosé comme une bombe d'espoir. J'ai éclaté en larmes de joie, pleurant de bonheur pour la première fois depuis des années. Enfin, je voyais un chemin clair devant moi. Plus d'impasse, mais une réelle opportunité. Dans les jours qui ont suivi, nous nous sommes plongés dans le travail. Nous avons déménagé dans un appartement temporaire près du site de l'hôtel, un vieil immeuble de la banlieue de Seattle, rénové dans un style japonais. Sol en tatami, un petit jardin, un service attentionné. Dès les premières étapes, de la planification budgétaire à l'embauche du personnel en passant par la construction du modèle opérationnel, je me suis jeté dedans comme une tempête. Elle m'a guidé. Tu vois, servir les personnes âgées nécessite d'écouter, pas seulement d'entendre des mots, mais de comprendre les besoins. J'ai appliqué mes anciennes compétences en analyse de données, créant un système de suivi des commentaires des clients. Chaque jour, mon cœur s'emballait au rythme des progrès. Le projet réussirait-il? Les médias locaux ont commencé à couvrir cet hôtel unique. Un article dans le Seattle Times, un hôtel de style japonais honorant les aînés, dirigé par Clara Park. La communauté a pris note. Des familles ont appelé pour se renseigner et exprimer leur intérêt. J'ai lu l'article, les mains tremblant d'excitation. J'ai vu ma vie changer, non pas par un coup de chance soudain, mais par la confiance et l'opportunité offerte par quelqu'un qui avait été autrefois oublié, tout comme moi. Grand-mère, celle qui avait été abandonnée au Japon, me relevait maintenant, de manière juste et sincère. Chaque soir, nous dînions ensemble, parlant de l'avenir. Tu réussiras très bien, Julian. Je crois en tes capacités, a-t-elle dit. Et je l'ai cru. Ma vie n'était plus une impasse. C'était un nouveau chapitre plein d'espoir. Le projet hôtelier est entré dans sa phase finale d'achèvement, et tout est soudainement devenu plus urgent que jamais. Ces semaines ont été comme un tourbillon, nous entraînant, grand-mère et moi, dans un cycle incessant. Nous nous réveillons à l'aube, lorsque Seattle était encore enveloppé de brouillard, et nous nous précipitions sur le chantier de construction. Un vieil immeuble de la banlieue qui se transformait maintenant en un hôtel de style japonais. Chaque petit détail était méticuleusement vérifié, de l'installation de sol en tatami importé à la disposition de services à thé vert dans le hall. Je me souviens clairement des réunions tard dans la nuit, assis autour d'une table en bois brut avec des plans étalés et du café froid. Cette lampe doit être plus basse pour que les clients âgés puissent l'atteindre facilement, a dit grand-mère, sa voix ferme mais douce. Mon cœur battait à chaque fois que je vérifiais les progrès, m'inquiétant de savoir si les entrepreneurs finiraient à temps ou si des erreurs surviendraient. Pourtant, ce rythme effréné même me faisait me sentir vraiment vivant. Plus à vivoter avec des emplois temporaires, mais faisant partie de quelque chose de plus grand que moi. Le jour de l'ouverture est enfin arrivé, gravé dans mon cœur comme une belle cicatrice. Ce matin-là, le ciel de Seattle était exceptionnellement clair, sans la bruine habituelle. Nous nous tenions devant l'hôtel, maintenant nommé Sakura Haven, avec son enseigne aux lettres dorées brillantes, son petit jardin luxuriant et son entrée pavée de galets. Grand-mère portait un simple kimono, les cheveux argentés attachés haut, ressemblant à une reine humble. Je portais un costume noir, les mains tremblant en ajustant ma cravate, le cœur battant de nervosité. « Es-tu prêt ?» a-t-elle demandé, les yeux pétillants. J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur, un sentiment indescriptible m'a submergé, un mélange de fierté et d'émotion profonde. Nous avons coupé le ruban de cérémonie sous les applaudissements du personnel et des premiers invités. Puis les gens ont commencé à affluer. Des couples âgés, des familles amenant leurs grands-parents pour un séjour, même quelques journalistes locaux. Nous sommes restés là, observant tranquillement les allées et venues, explorant le hall avec ses sièges bas, la salle de cérémonie du thé sereine et le personnel s'inclinant poliment. Un homme âgé a largement souri en se voyant servir du thé chaud. Cet endroit est comme un Japon miniature. Et le personnel respecte vraiment les personnes âgées. Ces mots m'ont fait monter les larmes aux yeux.
Nous avions surmonté tant d'épreuves ensemble, des nuits blanches de planification au budget serré, pour arriver à ce moment. Mon cœur battait vite de joie, mais aussi d'une vague peur. L'hôtel réussirait-il? La foule a grandi et j'ai su que c'était le vrai début. Les médias locaux ont largement couvert le nouveau modèle d'hôtel, faisant tout exploser plus vite que prévu. Quelques jours seulement après l'ouverture, le Seattle Times a publié un article majeur, Sakura Haven, un hôtel honorant les aînés avec une philosophie japonaise. Ils ont souligné comment nous centrions le respect et la compréhension, des services personnalisés comme l'assistance au déplacement lent aux sessions d'écoute. Nous ne considérons pas les personnes âgées simplement comme des clients, mais comme des invités qui ont besoin d'être entendus et valorisés, citait l'article de grand-mère. Puis les chaînes de télévision locales sont venues filmer, nous interviewant dans le hall animé. Mon cœur a cogné lorsque la caméra s'est pointée sur moi. Julien, que pensez-vous de ce projet? J'ai répondu, la voix légèrement tremblante. Ce n'est pas juste un hôtel. C'est un endroit où les gens sont pris en charge comme en famille. Le reportage s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, attirant l'attention de la communauté. Les téléphones sonnaient sans arrêt. Des familles se renseignant sur les réservations, des organisations de personnes âgées proposant des partenariats, même des investisseurs appelant. Nous suivions avec anxiété les j'aime et les partages, un mélange d'inquiétude et d'excitation. Était-ce le sommet ou juste le début? Cette attention était comme une vague nous soulevant au même gardant aussi en alerte. Nous devions maintenir la qualité et éviter toute déception. J'ai officiellement commencé mon nouveau rôle, assigné par grand-mère, de superviser les opérations et l'analyse de l'expérience client. C'était un mélange parfait de données, ma vieille familiarité, et d'observation du monde réel. Chaque matin, je travaillais au bureau derrière la réception, passant au crible les commentaires sur l'ordinateur. Le client A préfère des chaises plus basses. Le client B a besoin d'un thé plus chaud. J'ai créé des feuilles de calcul, prédit les besoins et suggéré des améliorations. Mais le travail ne se limitait pas aux chiffres secs. Je devais descendre dans le hall, observer comment les clients se déplaçaient et écouter les histoires qu'ils partageaient. Au début, j'étais encore maladroit. La charge de travail était intense. Une tâche succédant à une autre sans pause. Réunion du matin, vérification des chambres l'après-midi, finalisation des rapports tard le soir. La responsabilité était bien plus grande que tout ce que j'avais connu. Avant, j'analysais les données seul, maintenant je dirigeais une équipe et prenais des décisions rapides. Mon cœur s'emballait pendant les réunions du personnel. Mon idée est-elle bonne? Une fois, un client s'est plaint. La chambre était trop calme. Il voulait de la musique douce, et j'ai cafouillé en gérant la situation, les mains tremblant en prenant des notes. Puis-je le faire? Me demandais-je, assez anxieux pour en perdre le sommeil. Cependant, avec une détermination féroce, la discipline et la persévérance forgées par mes années difficiles, je me suis progressivement adapté et j'ai maîtrisé le travail. Ces jours de lutte à conduire un Uber, à nettoyer des sols m'avaient formé. Ne jamais abandonner. Travailler dur. Je me suis levé plus tôt, j'ai appris de mes collègues, j'ai testé de nouvelles idées. Une fois, j'ai proposé une application de commentaires par code QR pour que les clients scannent et notent, elle a été mise en œuvre immédiatement. Mon cœur a cogné lorsque les résultats ont montré une augmentation de 30% des commentaires. Grand-mère était toujours là, me guidant pas à pas, n'imposant rien, mais me laissant apprendre les leçons par moi-même. Elle demandait doucement ce que je devrais faire ensuite si un client était mécontent, puis attendait patiemment que je réfléchisse et réponde. J'ai expérimenté, j'ai fait des erreurs, j'ai ajusté progressivement, et à travers ce processus, j'ai réalisé que les erreurs initiales n'étaient pas des échecs, mais des enseignants silencieux m'aidant à grandir. D'elle, j'ai appris non seulement l'expertise, mais aussi des aperçus plus profonds sur la manière de traiter avec les gens. Écouter avant de parler, respecter les opinions des autres, même si elles sont différentes. L'après-midi, elle m'emmenait souvent au jardin, me montrant lentement comment saluer les clients, et me rappelant que ce n'était pas une simple formalité, mais que cela devait venir d'une sincérité authentique. J'ai suivi, maladroit et gauche au début, mais progressivement plus confiant. Cette guidance tranquille me réchauffait le cœur, me rendant à la fois nerveux et conscient que je mûrissais de jour en jour. Au fil du temps, j'ai travaillé plus efficacement, gagnant la confiance de mes collègues, la reconnaissance des clients et un rôle plus clair. Les clients ont envoyé des lettres de remerciement. Merci d'avoir écouté mon histoire. Une fois,
une cliente âgée a pleuré en partant, cet endroit me fait me sentir à nouveau vivante. Ces mots m'ont ému, le cœur battant de fierté. Je n'étais plus le chômeur. J'étais le directeur des opérations avec des idées qui étaient entendues. Ma vie s'est progressivement stabilisée, mes revenus augmentant régulièrement, du salaire de départ aux primes de performance. Les jours d'inquiétude pour les repas ou le coût de la vie se sont estompés en souvenirs lointains, s'effaçant comme un vieux rêve. J'ai déménagé dans un appartement plus grand, j'ai fait mes courses plus confortablement, j'ai même économisé de l'argent. Ma mentalité a également changé de manière marquée. Plus de lourdeur ni d'anxiété, mais un sentiment d'action et de confiance en mon avenir. Chaque matin en me réveillant, je regardais par la fenêtre en pensant « Aujourd'hui sera une bonne journée ». Plus de nervosité due à la peur, mais à l'anticipation. Clara et moi nous retrouvions souvent après le travail pour des repas simples mais chaleureux. Nous choisissions de petits restaurants près de l'hôtel, commandant des ramen chauds ou des salades de légumes, rien de luxueux, mais plein de connexions. Pendant ces repas, nous parlions du travail. « Comment as-tu géré un client difficile aujourd'hui » demandait-elle, et je partageais les détails, apprenant de ses commentaires. Nous discutions de la façon dont les gens se traitent les uns les autres. Le respect n'est pas des mots mais des actions, enseignait-elle. Et la valeur de ralentir pour écouter. La vie est trépidante, mais si tu ne fais pas de pause, tu manqueras tellement de choses, disait-elle, la voix chaude et stable. Ces conversations faisaient battre mon cœur doucement, comme si je trouvais la paix. J'ai progressivement réalisé que Clara n'était pas seulement ma grand-mère, mais un mentor silencieux, enseignant plus par des actions et du calme que par des mots. Elle ne faisait pas de leçons, mais vivait en exemple, patiente avec le personnel, à l'écoute des clients, souriant toujours face aux défis. D'elle, j'ai appris que le succès ne consiste pas à se tenir au-dessus des autres ou à prouver à quel point on est capable, mais à savoir quand s'incliner pour relever ceux qui ont été autrefois négligés. Elle ne l'a jamais dit en grandes paroles, mais la façon dont elle m'a traité dans mes moments les plus faibles m'a appris cette leçon. Grâce à elle, j'ai compris que la valeur d'une personne ne réside pas dans la position qu'elle atteint, mais dans ce qu'elle choisit de faire lorsqu'elle a le pouvoir d'aider les autres à se relever. Sakura Haven fonctionnait avec une stabilité croissante, et j'ai assisté pas à pas à la croissance de notre projet au fil du temps. Au début, les clients étaient rares, juste quelques couples âgés qui nous avaient trouvés grâce à des articles locaux ou des familles qui avaient entendu des rumeurs sur notre modèle de service unique. Mais progressivement, le flux de personnes a augmenté de manière constante. Chaque matin, je vérifiais le système de réservation, le cœur battant à toute vitesse alors que les chiffres grimpaient, passant de 20% d'occupation au début à 50%, puis à 70%. Les avis positifs apparaissaient de plus en plus en ligne, en particulier de la part de familles avec des membres âgés. Sur Google Reviews, une femme âgée a écrit « Cet endroit me fait me sentir vraiment respectée, pas seulement comme une cliente. » Le personnel a écouté mes histoires comme si j'étais de la famille. Une autre famille a partagé sur Yelp « Nous avons amené grand-père ici pour une escapade, et il a souri tout le temps. » Des sièges bas, du thé chaud toujours prêt, et une atmosphère paisible comme au Japon. Merveilleux. Je lisais ces commentaires, les mains tremblant d'émotion, vérifiant chaque jour avec anxiété s'il y avait des avis négatifs. Heureusement, la plupart étaient positifs, et ils se sont propagés sur les réseaux sociaux, attirant de nouveaux clients. Je me souviens d'un après-midi, alors que j'analysais les données de feedback, un email est arrivé d'un client régulier. Merci, Julien, d'avoir ajusté la chambre pour ma mère. Elle a les jambes fragiles et le canapé plus bas l'a rendu plus à l'aise que jamais. Ces mots m'ont fait sourire, mais ont aussi fait battre mon cœur en réalisant l'immense responsabilité. Nous ne vendions pas seulement des chambres. Nous touchions la vie des gens. J'ai regardé le projet se maintenir sur ses propres valeurs sans fanfare excessive, mais suffisamment pour construire une réputation et une confiance dans la communauté. Nous n'avons pas dépensé beaucoup en publicité ni engagé d'influenceurs. Nous nous sommes concentrés sur la qualité. Grand-mère me rappelait toujours, lentement et sûrement, Julien. Les clients reviendront s'ils sentent que notre service est authentique. Et elle avait raison. Les organisations locales de personnes âgées ont commencé à nous contacter, proposant des partenariats pour des événements. Un club de retraités de Seattle nous a invités à un atelier et nous avons accepté. Grand-mère est montée sur scène, partageant notre philosophie de service d'une voix calme mais persuasive. Je me tenais en bas, le cœur battant à toute vitesse en la regardant, inquiet qu'elle ne se fatigue, mais elle s'est brillamment acquittée de sa tâche, recevant des applaudissements nourris.
La communauté a commencé à reconnaître Sakura Haven comme un symbole. Pas un hôtel de luxe, mais un endroit qui honore les personnes âgées. J'ai analysé les données mensuelles, voyant le taux de clients fidèles augmenter de 40% et les revenus se stabiliser. Ces chiffres m'ont permis de pousser un soupir de soulagement, mais mêlé d'une vague inquiétude. Pourrions-nous maintenir cet élan? À chaque réunion d'équipe, je rappelais au personnel, souvenez-vous, chaque client a une histoire. Écoutez-les. Le projet n'était plus un rêve, mais une réalité solide. Et je me sentais fier mais anxieux, sachant à quel point le succès peut être fragile. Un soir, alors que grand-mère et moi dînions dans mon petit appartement, un coup à la porte a interrompu notre rare et paisible moment. C'était une soirée typique. Nous étions assis autour de la vieille table à manger en bois, dégustant des ramen qu'elle avait cuisinés selon une recette japonaise, avec des nouilles moelleuses et un bouillon parfumé mijoté à partir d'os de poulet pendant 2 heures. Elle m'a parlé d'un client de ce jour-là. Elle a parlé de ses enfants occupés qui lui rendent rarement visite. J'ai écouté et elle a pleuré, mais après elle a souri et m'a remercié. J'ai écouté et souri à mon tour, le cœur réchauffé par de tels moments. L'atmosphère de l'appartement, avec sa douce lumière jaune et l'arôme de la nourriture, m'a fait oublier la fatigue de la journée. Puis, soudain, le coup, doux mais clair, comme un battement de tambour déplacé. Mon cœur s'est emballé. Un sentiment de malaise est monté. Qui cela pouvait-il être à cette heure? Je me suis levé, je me suis dirigé vers la porte, les mains tremblant légèrement de nervosité. Était-ce un membre du personnel de l'hôtel avec une urgence ou de mauvaises nouvelles? J'ai pris une profonde inspiration, j'ai ouvert la porte et je me suis figé. Dehors se tenaient mes parents, Henri et Angela Park, l'air gêné, les yeux évasifs, bien différents de la froideur dont je me souvenais. Papa portait une vieille veste, tenant un petit sac cadeau, le visage rouge sous la lumière du couloir. Maman se tenait derrière, se mordant la lèvre, fixant le sol comme si elle avait honte. Ils avaient l'air plus vieux que lors de notre dernière rencontre. Les cheveux de papa complètement blancs, maman plus mince. Mais leur apparition soudaine a fait battre mon cœur de choc et de colère. J'ai balbutié, incapable de former des mots, la voix hésitante. Pendant des années, il m'avait évité, refusé de m'aider quand j'en avais besoin, et maintenant il se présentait à l'improviste. Un mauvais pressentiment m'a envahi. Pourquoi était-il là? Papa s'est raclé la gorge. Julien, pouvons-nous entrer? Sa voix tremblait, manquant de l'ancienne sévérité. Je suis resté là, l'esprit confus, mais j'ai hoché la tête et je les ai fait entrer, gardant mon calme malgré le fait que je sentais déjà la raison de leur venue en ce moment. Ils avaient entendu parler de l'hôtel, du succès de grand-mère, et maintenant ils voulaient se réconcilier. Mon cœur a battu plus vite, anxieux de la confrontation imminente. Ils sont entrés dans l'appartement. L'air est soudainement devenu lourd. Grand-mère était assise là, les regardant calmement, ni surprise ni contente. Mes parents se sont assis sur le canapé, les mains crispées, et ont commencé à parler. Nous avons entendu parler de l'hôtel, a commencé maman, la voix prudente mais teintée d'empressement. Clara, nous sommes si fiers de toi. Le projet est merveilleux et ce que tu as accompli. Papa est intervenu maladroitement. Oui, nous avons lu les journaux, vu tout le monde en faire l'éloge. Tu es incroyable. Ils se sont tournés vers grand-mère, offrant des excuses tardives. Clara, nous sommes désolés pour ce qui s'est passé avant. Nous avons eu tort de te laisser au Japon comme ça, mais c'était un malentendu. Nous pensions que c'était pour le mieux pour toi. Maintenant, nous voulons nous réconcilier pour le bien de la famille. Nous sommes du même sang, n'est-ce pas? Leurs paroles sonnaient si peu sincères que j'ai failli ricaner. Ils parlaient de liens familiaux comme s'ils ne m'avaient pas tourné le dos pendant mon chômage. Mon cœur battait de colère, mais j'ai observé en silence, voyant clairement que cette visite ne découlait pas d'un véritable remords, mais de l'incapacité d'ignorer le succès de grand-mère. Ils ont vu sa renommée, le triomphe du projet, et maintenant ils voulaient une part du gâteau. Peut-être un rapprochement, ou même un soutien financier inversé. Je n'ai rien dit, je n'ai pas objecté, j'ai juste attendu tranquillement la réponse de grand-mère, sachant que seule elle comptait. Mon cœur s'est emballé comme si je regardais une pièce de théâtre tendue. Incertain de la fin. Clara était assise droite, les mains posées calmement sur la table. Elle a regardé Henri, puis Angela, les yeux stables sans ciller. Elle a parlé lentement. Henri, Angela, je veux d'abord dire une chose clairement.
J'ai pardonné ce que vous avez fait il y a longtemps. À ces mots, mes parents se sont figés. Maman a pris une profonde inspiration, ses yeux vacillants d'espoir. Papa a légèrement hoché la tête comme s'il attendait la suite. Clara a continué, la voix égale et claire. J'ai pardonné non pas pour que vous puissiez prétendre que cela n'est jamais arrivé, mais pour que je ne porte plus de ressentiment et de douleur. Je ne voulais plus de ce fardeau. La pièce est devenue tendue. J'ai senti mon cœur battre plus vite, sentant que les prochains mots seraient cruciaux. Clara a levé la tête, les yeux résolus. Mais je ne peux pas accepter de réconcilier cette relation. La déclaration a atterri lourdement. La bouche de maman s'est légèrement entr'ouverte. Papa a serré les mains plus fort. La relation entre moi et vous a pris fin le jour où vous avez quitté le Japon et m'avez abandonné sans explication, a poursuivi Clara, chaque mot distinct. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais plus quelqu'un que vous appréciez ou dont l'opinion comptait. Elle a fait une brève pause, puis a continué, la voix toujours calme mais vive. J'ai choisi une vie différente pour moi. Une vie où je suis respecté, où je peux décider par moi-même et vivre fidèle à mes valeurs. Cette vie m'apporte une paix que je n'avais jamais eue auparavant. Dans cette vie, il n'y a pas de place pour ceux qui m'ont autrefois vu comme un fardeau, que ce soit involontairement ou délibérément. Papa a rapidement parlé, balbutiant, nous ne voulions pas te faire de mal. C'était une grosse erreur. Maintenant, nous comprenons et nous le regrettons vraiment. S'il te plaît, donne-nous une chance de réparer. Maman a ajouté, la voix tremblante. Maman Clara, nous sommes une famille de toute façon. Personne n'est parfait. Donne-nous juste une chance. Nous pouvons recommencer. Elle s'est tournée vers moi, les yeux suppliants. Julien, tu comprends tes parents, n'est-ce pas? Parle pour nous. Je suis resté là, la gorge serrée, incapable de dire un mot. Clara les a regardés, les yeux inflexibles. Vous avez fait vos choix à l'époque, a-t-elle dit lentement. Je respecte ces choix et maintenant je vous demande de respecter les miens. Je ne vous en veux pas, et je ne veux pas d'autres disputes, a conclu Clara, la voix douce mais ferme. Ma décision est prise. Personne n'a plus parlé. Mes parents sont restés assis en silence un moment, puis se sont levés lentement. Le visage de papa était rouge de honte. Maman a baissé la tête, évitant le regard de grand-mère. Arrête, maman. On ne veut plus en entendre parler. On s'en va, a dit doucement papa. Si tu changes d'avis, s'il te plaît, fais-le nous savoir. La porte s'est fermée. La pièce est tombée dans le silence comme si un vieux chapitre s'était officiellement terminé sans retour possible. J'ai serré Clara dans mes bras, réalisant qu'elle n'était pas seulement quelqu'un qui avait enduré toute une vie, mais une femme forte qui savait comment fixer des limites et protéger sa propre valeur. Elle m'a serré fort dans ses bras en chuchotant, ne sois pas triste, mon Julien. Je vais bien et je te souhaite seulement de toujours vivre avec bienveillance, sans jamais laisser personne te faire oublier ta propre valeur. Des larmes ont coulé sur mon visage, mais de fierté. Elle m'avait appris la leçon de la vraie force. Mon cœur s'est emballé d'émotion, et j'ai su qu'à partir de maintenant ma famille, c'était elle, celle qui comprenait vraiment la valeur de l'amour. Après cette rencontre, la vie de grand-mère et la mienne ont continué dans une stabilité paisible, sans autres apparitions ni interférences de mes parents. C'était comme si un vieux chapitre s'était complètement refermé, la porte claquant sans écho. Dans les jours qui ont suivi, je vérifiais encore mon téléphone par habitude, le cœur battant à toute vitesse pour voir s'il pourrait rappeler ou essayer de nous persuader une fois de plus. Mais non, le téléphone est resté silencieux. Seuls des messages du personnel de l'hôtel ou des appels vidéo de grand-mère. Je rentrais chez moi chaque soir, regardant les rues scintillantes de Seattle, ressentant un mélange de soulagement et d'un léger vide. Plus d'appels évasifs. Plus d'évitement en mentionnant grand-mère, juste la paix que nous avions construite nous-mêmes. Grand-mère semblait imperturbable, continuant son travail avec un sourire serein comme si l'incident n'était qu'une brise passagère. Je lui ai demandé une fois, la voix hésitante, regrettes-tu de les avoir refusés? Elle a secoué la tête, les yeux lointains. Non, Julien. J'ai choisi de vivre pour moi-même, et maintenant je suis vraiment heureuse. Ces paroles m'ont fait réfléchir profondément, le cœur s'emballant en réalisant que parfois le pardon ne signifie pas rouvrir la porte. Le travail à l'hôtel s'est installé dans un rythme régulier, et je me suis entièrement consacré au projet et à la nouvelle vie que grand-mère et moi construisions ensemble. Chaque matin, j'arrivais tôt au bureau, m'asseyant devant l'écran,
analysant les données de feedback des clients. Les chiffres en hausse et les commentaires chaleureux faisaient battre mon cœur d'excitation. Nous avons élargi les services, ajoutant des cours de cérémonie du thé pour les clients âgés, organisant des sessions de partage en groupe pour qu'ils racontent leurs souvenirs. Grand-mère supervisait la vue d'ensemble tandis que je gérais les opérations, des horaires de réservation à la formation du personnel. Les réunions d'équipe sont devenues une routine avec du café chaud et des plans tentaculaires. Une fois, nous avons rencontré un problème mineur, un groupe se plaignant du bruit de la rue, et je me suis plongé dans la résolution, appelant avec anxiété des entrepreneurs pour du verre insonorisé. Les résultats sont arrivés plus vite que prévu. Les commentaires positifs ont afflué et j'ai poussé un soupir de soulagement, réalisant que ce projet n'était pas seulement un travail, mais quelque chose de bien plus significatif. La nouvelle vie me donnait le sentiment de contrôler la situation. Plus de vie dans la crainte quotidienne comme avant. J'ai même commencé à apprendre des phrases de japonais de base avec elle, éclatant de rire chaque fois que je prononçais mal « arigato gozaimasu ». Elle riait avec moi, me tapotant l'épaule et disant que je m'améliorais petit à petit. Ces moments simples me réchauffaient le cœur. Pourtant, au fond de moi, un vague malaise persistait, comme si le passé pouvait revenir à tout moment. Je l'ai mis de côté, me disant de me concentrer sur le présent que nous créions. Un jour au travail, alors que j'étais au bureau derrière la réception, examinant les rapports de revenus hebdomadaires, mon téléphone a soudainement sonné. Mon cœur s'est emballé. Un numéro inconnu, mais avec le code régional familier de Tacoma. J'ai hésité, puis j'ai répondu. À l'autre bout du fil, c'était la voix de maman, Angela, tremblante, complètement différente de notre dernière rencontre. « Julien, ton père s'est effondré à la maison. On l'a emmené aux urgences. » Ces paroles m'ont stupéfié comme un coup de poing inattendu à la poitrine. Mon cœur a cogné. Mon esprit a tourbillonné de pensées. Papa s'est effondré. J'ai essayé de rester calme, demandant rapidement, comment va-t-il maintenant? Quel hôpital? Maman a sangloté. Tacoma Général. Les médecins l'examinent. Peux-tu venir? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Encore 2 heures avant la fin du service. Mais je n'ai pas hésité. J'arrive tout de suite. Reste forte, maman. En raccrochant, je me suis levé, les mains tremblant en rassemblant mes affaires. Malgré le long silence et les blessures persistantes, le refus pendant mon chômage, l'abandon de grand-mère, je ne pouvais pas rester indifférent. Au fond, ils étaient toujours mes parents. Des liens de sang incassables. Je me suis précipité dans le hall, disant à grand-mère, « Grand-mère, je dois aller à l'hôpital. » Papa s'est effondré. Maman l'a emmené là-bas. Elle m'a regardé, les yeux inquiets, mais en hochant la tête. Conduis prudemment. Je m'occuperai des choses ici. J'ai quitté le parking à toute vitesse, le cœur battant d'inquiétude. Est-ce que papa ira bien? La pensée me tordait l'estomac comme si je plongeais dans une tempête. Cet après-midi-là, après le travail, je me suis rendu à l'hôpital d'une humeur lourde, anxieux mais prudent quant à ce qui m'attendait. L'autoroute I5 était bloquée, les voitures avançant au pas, mais mon esprit était fixé sur papa. L'homme sévère et harcelant maintenant allongé dans un lit d'hôpital. Une bruine a commencé, le pare-brise s'embuant. Je l'essuyais constamment, le cœur battant de nervosité. À Tacoma Général, l'odeur d'antiseptique m'a frappé en entrant. Maman était assise dans le couloir, visiblement plus mince, le visage émacié, les yeux rouges d'insomnie. En me voyant, elle s'est levée et m'a serré fort dans ses bras, la voix tremblante. « Julien, les médecins disent que ton père a un cancer de l'estomac. » Le mot a frappé comme la foudre. J'ai figé, l'esprit vide. Cancer, un mot suffisant pour faire vaciller tout autour de moi. La maladie avait progressé en silence. Le traitement serait long et coûteux, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Maman a expliqué. Il avait souvent mal à l'estomac mais le cachait, pensant que c'était juste des problèmes ordinaires. Aujourd'hui, il s'est évanoui et j'ai découvert. Je me suis assis, l'esprit confus, essayant de digérer. Mon cœur battait de peur. Papa gravement malade. Et maintenant? Nous n'avions jamais été proches mais la pensée de le perdre me glaçait. J'ai rendu visite à Henri, le voyant sur le lit, l'air visiblement fatigué, la peau pâle, une perfusion dans le bras. Pourtant, il essayait de maintenir sa façade de dur,
évitant mes yeux comme si admettre la maladie était une faiblesse. « Comment te sens-tu, papa ?» ai-je demandé, la voix tremblant, le cœur s'emballant, incertain de ce qu'il fallait dire. Il a hoché la tête faiblement. « Ça ira. Ne t'inquiète pas, il a peu parlé de la maladie, ne demandant qu'avec désinvolture des nouvelles de mon travail. Comment va l'hôtel ? Toi et grand-mère, vous êtes occupés, faisant semblant que tout était toujours sous contrôle, comme s'il restait le pilier de la famille. J'ai répondu vaguement, partageant des informations sur le projet, mais l'air était lourd. La distance restait, les vieilles blessures empêchant une conversation honnête. Je suis resté assis près du lit un moment, lui tenant doucement la main, sentant sa peau froide. Ma poitrine s'est serrée de pitié mêlée de colère. Pourquoi n'a-t-il rien dit plus tôt ? Pourquoi notre famille cachait-elle toujours les choses ? Finalement, je suis parti. Non par froideur, mais incapable de supporter l'atmosphère. Dans le couloir, maman m'a serré dans ses bras en pleurant « Aide-nous, s'il te plaît. Les coûts sont si élevés. » J'ai hoché la tête vaguement, retournant à Seattle sous une pluie battante, l'esprit chaotique. Ce soir-là, autour d'un simple repas de pain grillé et de salade de poulet, j'ai tout raconté à Clara sous la douce lumière jaune. Je l'ai regardée et j'ai dit lentement « On a diagnostiqué un cancer de l'estomac à papa. Les médecins disent que c'est avancé. » J'ai fait une pause, respirant profondément. Maman s'inquiète de tout, surtout des coûts de traitement. Papa essaie toujours de faire le fort, comme si rien n'était hors de contrôle. Elle a écouté sans interrompre, hochant simplement la tête calmement. « Comment te sens-tu » a-t-elle demandé doucement. J'ai soupiré. Inquiet, grand-mère, mais en colère aussi. Pourquoi n'a-t-il rien dit plus tôt ? Elle n'a pas conseillé, elle a juste tenu ma main. Tu décides par toi-même. Ces paroles m'ont un peu soulagé, mais mon cœur battait toujours d'inquiétude. Par la suite, j'ai suivi l'état de papa par l'intermédiaire de maman, appelant chaque semaine. À chaque appel, j'entendais parler de longues séances de chimiothérapie. Papa s'affaiblissait de jour en jour. Son moral déclinait clairement. Les coûts de traitement s'accumulaient sans relâche, des factures d'hôpital aux médicaments. Une fois, maman a craqué, pleurant au téléphone, la voix étranglée. Je ne sais plus comment gérer, Julien. J'ai envoyé de l'argent pour aider malgré un ressentiment persistant, le cœur battant d'inquiétude. Papa survivrait-il ? À chaque visite à l'hôpital, Henri évitait de discuter de la maladie, essayant de paraître fort et indépendant. Je vais mieux. Rentre chez toi. Mais j'ai vu que c'était une carapace cachant la peur et l'impuissance. Ses yeux rouges, ses mains tremblant en tenant un verre. Je suis resté assis là, partageant des histoires de l'hôtel pour lui remonter le moral, mais l'ambiance était tendue. Mon cœur s'est emballé d'émotion. C'était mon père, après tout. J'ai partagé ces nouvelles avec Clara lors de nos repas du soir, comme un moyen de me décharger et de rester équilibré. Nous nous asseyions souvent sur le porche avec des dîners simples et calmes, et je disais doucement, « Papa était plus faible aujourd'hui, mais il fait toujours semblant d'aller bien, grand-mère. » Elle écoutait calmement, sans jugement ni interférence, absorbant simplement l'histoire avec la sérénité de quelqu'un qui avait traversé assez de haut et de bas. Mais pris entre la maladie de mon père et la limite que Clara avait fixée, je me sentais tiraillé dans deux directions. En tant que fils qui ne pouvait pas tourner le dos, mais qui comprenait que toutes les relations ne peuvent pas revenir à d'anciennes habitudes. Mon cœur s'emballait chaque fois que j'y pensais, les aider, mais sans oublier le passé. La vie a continué, mais l'inquiétude latente faisait de chaque jour un nouveau défi. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai essayé de tout équilibrer. Le travail à Sakura Haven est resté chargé avec un nombre de clients stables et des commentaires positifs qui ont apaisé mes inquiétudes. Chaque matin, je me suis réveillé tôt, j'ai préparé un café fort et je me suis assis devant l'ordinateur, passant au crible les commentaires des clients de la nuit. Grand-mère était toujours à mes côtés. Nous nous sommes rencontrés quotidiennement à l'hôtel pour discuter des plans d'expansion, peut-être en ajoutant un petit jardin de méditation. Mais chaque fois que j'étais seul à la maison, des images de papa allongé dans son lit d'hôpital revenaient, me tenant éveillé. J'ai appelé maman régulièrement, écoutant ses mises à jour. Ton père a eu une chimiothérapie aujourd'hui. Il est épuisé, mais il essaie toujours de sourire. J'ai envoyé de l'argent pour aider. Pas beaucoup, mais assez pour qu'elle pousse un soupir de soulagement. Mon cœur s'est emballé à chaque fois que le téléphone a sonné. Était-ce une mauvaise nouvelle ?
Papa s'ouvrirait-il un jour? Je suis allé à Tacoma plusieurs fois, m'asseyant à son chevet, partageant des histoires de l'hôtel pour lui remonter le moral. Nous avons eu des invités du Japon, papa. Ils ont fait l'éloge du style de service. Il a hoché la tête, mais ses yeux évitaient toujours les miens comme si admettre la faiblesse était une défaite. Maman était assise à proximité, les yeux rouges, chuchotant « Merci, Julien. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » Ces paroles m'ont ému, mais mêlées d'une vague colère. Pourquoi avoir seulement besoin de moi maintenant? La vie a continué. D'un côté, le succès avec grand-mère. De l'autre, l'inquiétude pour l'ancienne famille, me donnant l'impression de marcher sur une corde raide, attendant avec anxiété une chute. Un jour de travail ordinaire, alors que j'étais au bureau derrière la réception, Clara est apparue de manière inattendue. C'était un après-midi d'automne frais à Seattle. Le ciel était couvert de lourds nuages menaçants de pluie. J'étais devant l'écran, analysant les données des clients. Un rapport sur les taux de retour des clients âgés, en hausse de 45%, me faisant sourire. Le petit bureau portait la légère odeur de thé vert de la théière que grand-mère avait laissée, avec le bavardage étouffé du personnel du hall. Je notais des idées d'amélioration, ajoutant des fauteuils de massage dans la salle d'attente, lorsque la porte s'est ouverte doucement. J'ai levé les yeux, m'attendant à un membre du personnel, mais je me suis figé. Grand-mère se tenait là, calme mais avec des yeux pensifs comme si elle portait un fardeau invisible. Elle portait sa veste en laine familière, les cheveux argentés soigneusement attachés, un petit sac à côté d'elle, pas de valise, mais l'apparition soudaine a fait battre mon cœur. Grand-mère, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis levé rapidement, la voix hésitante de surprise. Elle restait généralement dans la zone de gestion et visitait rarement mon bureau en milieu de service. Un mauvais pressentiment est monté. Que était-ce? Elle a souri faiblement, mais ses yeux ne souriaient pas. Julien, es-tu occupé? J'ai besoin de parler. Je l'ai fait asseoir, j'ai préparé à la hâte du thé chaud, les mains tremblant légèrement de nervosité. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Est-ce que ça va? Ai-je demandé, le cœur s'emballant plus vite, craignant qu'elle ne soit fatiguée ou qu'il y ait un problème avec le projet. Elle a tenu la tasse, a siroté lentement, puis m'a regardé droit dans les yeux, la voix douce mais résolue. Julien, je veux que tu m'emmènes voir Henri. Ces paroles ont explosé comme une bombe à retardement dans mon esprit. Voir papa, après tout, le refus de se réconcilier, comment il l'avait abandonné. J'ai été stupéfait par la demande, la bouche bée, incapable de cacher mon choc. Mon cœur s'est emballé sauvagement, mon esprit tourbillonnant de questions. Pourquoi voudrait-elle cela? Elle avait pardonné, mais moi. Tu es sûr? Après tout ce qui s'est passé, ai-je balbutié, la voix tremblante. Elle a hoché la tête, les yeux fermes. Je suis sûr. C'est une décision à laquelle j'ai réfléchi pendant longtemps. Tu m'emmèneras? Je l'ai regardé, voyant la profondeur dans ses yeux. Pas de colère, mais quelque chose de profond. J'ai compris que si Clara avait parlé, elle était prête à y faire face, et je ne pouvais pas refuser. Oui, grand-mère, je t'emmènerai, ai-je dit, en essayant de paraître calme. Mais à l'intérieur, je bouillonnais d'anxiété. Comment se passera cette rencontre? J'ai quitté le travail plus tôt, je l'ai conduite à Tacoma. Le vent froid s'engouffrait par la fenêtre fissurée, me donnant la chair de poule. Sur la route, nous étions silencieux, mais mon cœur battait comme des tambours de guerre, inquiet de ce qui allait arriver. Quand grand-mère et moi sommes arrivés à l'hôpital, l'atmosphère était plus lourde que jamais. Tacoma Général était familier avec son odeur d'antiseptique et ses machines qui bipaient, mais aujourd'hui, cela semblait suffocant. Nous avons parcouru le couloir. Maman Angela était assise sur les chaises d'attente, le visage émacié avec des cernes. En nous voyant, elle a eu l'air mal à l'aise et gênée, à la fois contente et anxieuse, ne sachant pas si elle devait nous accueillir ou nous éviter. Elle s'est levée rapidement, les yeux écarquillés. Maman est là aussi. Sa voix tremblait, les mains agrippant son sac. Elle m'a regardé pour obtenir de l'aide, puis a regardé grand-mère, déconcertée. Henri est dans la chambre. S'il vous plaît, entrez. Grand-mère a hoché la tête calmement, disant peu, suivant simplement maman dans la chambre. Mon cœur s'est emballé de tension. Maman semblait prise entre deux courants. Heureuse d'avoir des visiteurs mais craignant le passé. Nous sommes entrés dans la chambre. Une lumière au néon cru éclairait le lit où papa Henri était allongé.
Une perfusion dans le bras. Le visage plus pâle qu'avant. Henri était allongé là, voyant Clara. Son visage a blêmi. Une quinte de toux l'a forcé à se détourner, évitant son regard. Ma poitrine s'est serrée en le voyant comme ça. Il a essayé de s'asseoir, mais la faiblesse l'a fait se rallonger, les mains agrippant les draps. Il a balbutié son nom, la voix, les yeux rouges de honte ou d'émotion. Grand-mère se tenait calmement, ne se précipitant pas, mais le regardant doucement. Elle n'a pas blâmé ni revisité le passé. Aucune mention du voyage au Japon ou de l'abandon, elle a juste demandé lentement des nouvelles de sa santé comme si elle retrouvait une vieille connaissance. « Henri, comment vas-tu » qu'a dit le médecin. Sa voix était douce, comme si elle demandait la météo, mais je savais qu'elle contrôlait ses émotions. Henri a répondu par à-coups, la voix tendue, essayant de rester fort, mais incapable de cacher la honte et l'effondrement. « Je suis juste fatigué. »« Pourquoi es-tu ici ?» Il s'est détourné, toussant davantage. Mon cœur battait dans l'air lourd. Il avait honte, clairement, après ce qu'il lui avait fait. Après un lourd silence, l'air de la pièce s'épaississant, Clara a suggéré d'emmener Henri au Japon pour un traitement. Elle a parlé lentement, calmement. « Henri, j'ai des relations au Japon. Les soins de santé y sont meilleurs, en particulier pour le cancer de l'estomac, la technologie de pointe, un environnement propre plus adapté à votre état. » Ces paroles ont stupéfié la pièce. J'ai été choqué par l'offre, la bouche bée, le cœur s'emballant sauvagement, inattendu que Clara initie cette voie après tout. Elle, qui avait été autrefois abandonnée au Japon, proposait maintenant de l'emmener là-bas pour un traitement. Maman l'a regardée, les yeux s'illuminant d'espoir. « Êtes-vous sérieuse ?» Papa a baissé la tête, la secouant faiblement. « Je n'ose pas accepter. Je ne suis pas digne et je ne peux pas accepter d'aide de votre part. » Non pas qu'il ne veuille pas vivre, mais il manquait de courage pour accepter de quelqu'un qui l'avait blessé. J'ai vu le remords dans ses yeux, ses mains tremblantes. Maman et moi l'avons pressé, nos voix urgentes d'anxiété. C'était une chance à ne pas manquer. Écoute grand-mère, papa. Le Japon a d'excellents médecins, un meilleur environnement. Je m'occuperai des formalités, ai-je dit, le cœur s'emballant, craignant un refus. Maman a ajouté, les larmes coulant. Henri, pense à toi pour une fois et à nous. Tant qu'il est temps, ne le gâche pas. Nous pouvons encore réparer les choses. La pièce s'est tendue. Le moniteur cardiaque bipait comme un compte à rebours. Après un lourd silence, Henri a finalement hoché la tête, les yeux se tournant vers Clara pour une confirmation finale. Il a chuchoté des excuses, la voix tremblante. « Je suis désolé, maman. Je veux vivre, non pas pour moi, mais pour expier ce que j'ai causé. J'ai eu tort. » Ces paroles ont fait taire la pièce. Maman a sangloté, et je suis resté là, les larmes coulant d'émotion. C'était la première fois que je le voyais si vulnérable. Clara a souri, les yeux calmes, ni amers ni trop émus, comme quelqu'un qui avait enduré assez de douleur pour ne plus avoir besoin d'excuses comme béquille. Elle a hoché la tête légèrement. « Très bien, Henri, je vais tout arranger. » Elle ne l'a pas serré dans ses bras, n'a pas pleuré, juste cette sérénité qui a fait battre mon cœur d'admiration. Je suis resté là, réalisant que Clara n'aidait pas parce qu'elle avait oublié le passé ou par devoir, mais parce qu'elle avait choisi sa propre façon de vivre, où la compassion n'était pas régie par le ressentiment. Elle a aidé parce que c'était son choix, une femme forte qui avait surmonté la blessure pour vivre pleinement. Nous avons quitté l'hôpital, rentrant en voiture en silence, la pluie crépitant sur le pare-brise. Je l'ai regardée en chuchotant, « Tu as un cœur plus grand que quiconque que j'ai connu. » Elle a souri. « Je fais juste ce qui est juste, mon cher. » Mon cœur s'est emballé avec cette leçon. La vie continue avec un nouvel espoir. Dans les jours qui ont suivi, toute la famille s'est tranquillement préparée pour le voyage au Japon. Sans fanfare, mais portant un enchevêtrement d'émotions, comme si tout le monde comprenait que ce n'était pas seulement un voyage médical. Je suis retourné à Sakura avec l'esprit confus, essayant de me concentrer sur le travail, mais incapable d'arrêter de penser à ce qui venait de se passer dans la chambre d'hôpital. Grand-mère a commencé à prendre des dispositions, appelant des amis à Tokyo, contactant des hôpitaux qu'elle connaissait de ses années de travail là-bas. J'ai aidé avec les formalités de visa pour mes parents, les mains tremblant en remplissant chaque ligne, le cœur battant d'inquiétude. Le voyage se passerait-il bien? Papa pourrait-il supporter le long vol?
Maman m'a appelé tous les jours, la voilà se met pleine d'espoir. Julian, ton père a accepté le traitement. Nous partirons dès que possible. Elle m'a raconté comment papa avait commencé à faire ses valises, mais il était plus silencieux que d'habitude, comme s'il luttait intérieurement. Je suis allé à Tacoma plusieurs fois, aidant maman à acheter des médicaments de secours. Et chaque fois que j'ai vu papa, il avait l'air visiblement plus âgé. Les yeux cernés, mais avec une nouvelle lueur, comme une lueur d'espoir vacillante. L'atmosphère de la maison n'était plus lourde comme avant, mais remplie de silence. Nous ne parlions pas du passé, seulement de l'avenir proche. Mon cœur s'est emballé chaque fois que j'ai pensé au vol. C'était une chance de sauver papa, mais aussi un défi pour tout le monde. Grand-mère était la plus calme, se préparant comme s'il s'agissait d'un voyage d'affaires familier. Je m'occuperai de l'hébergement là-bas. Ne vous inquiétez pas. Mais je l'ai vue pensive, peut-être en reconsidérant tout. Ses jours étaient anxieux, comme l'attente d'une tempête, incertain si elle détruirait ou apporterait une pluie rafraîchissante. Avant de quitter l'Amérique, Clara m'a confié la gestion complète de l'hôtel, disant qu'elle faisait confiance à mes capacités, à ma persévérance et à mon caractère que j'avais prouvé au fil du temps. C'était un matin de bonne heure dans le bureau de l'hôtel, la lumière du soleil filtrant par la fenêtre sur le bureau jonché de papier. Elle était assise en face de moi, tenant une tasse de thé vert fumant, la voix sérieuse mais chaleureuse. « Julian, je serai au Japon pendant un certain temps pour m'occuper d'Henri. Tu géreras Sakura Aven à ma place. » Ces paroles m'ont stupéfié, le cœur battant de surprise et d'anxiété. « Moi ? Tout gérer ? Tu es sûr ? Je ne suis pas prêt pour ce poste, ai-je balbutié, l'esprit tourbillonnant d'images d'un personnel d'hôtel affairé attendant des ordres, des clients exigeants. Elle a souri, posant une main sur mon épaule. « Tu es prêt, Julian. J'ai vu ta persévérance pendant les années difficiles, tes compétences analytiques, et surtout, ton caractère. Tu sais écouter et respecter. Je crois en toi. » Ces paroles m'ont submergé comme de l'eau fraîche, me faisant monter les larmes aux yeux. J'ai hoché la tête, acceptant la responsabilité sérieusement, comprenant que ce n'était pas seulement un travail, mais la confiance que Clara me transmettait. Elle m'a remis les clés du bureau, donnant les dernières instructions. N'oublie pas de vérifier les commentaires des clients tous les jours et de maintenir notre philosophie. Respecte tout le monde. Je l'ai serré fort dans mes bras, le cœur s'emballant d'émotion. Je ne te décevrai pas, ces jours-là, je me suis plongé dans l'apprentissage, rencontrant le personnel, me préparant pour son absence, anxieux et inquiet, mais plein de détermination. C'était une chance de faire mes preuves. Pendant que Clara et mes parents étaient au Japon, je recevais souvent des messages de maman me tenant au courant de l'état d'Henri, qui s'améliorait progressivement. Les interventions chirurgicales et la radiothérapie l'ont aidé à traverser la phase la plus dangereuse. Au début, l'hôtel me tenait si occupé que j'en perdais la notion du temps. Mais chaque fois que le téléphone sonnait, mon cœur battait d'anxiété. Bonne ou mauvaise nouvelle ? Maman envoyait de brèves mises à jour. L'opération de papa s'est bien passée aujourd'hui. Les médecins disent que c'est positif. Ou, la radiothérapie est fatigante, mais il a réussi à manger un peu de bouillie. Ces courts messages réguliers m'ont fait ressentir pour la première fois depuis des années une légèreté en pensant à ma famille. Avant, les souvenirs de mes parents apportaient colère et déception, mais maintenant ces textos étaient comme des ponts fragiles. Je les lisais pendant les pauses, assis dans le jardin de méditation de l'hôtel, la brise faisant bruisser les feuilles, et je poussais un soupir de soulagement. Grand-mère appelait parfois en vidéo, la voix joyeuse. Henri se rétablit, mon cher. Les médecins ici sont excellents. Je lui parlais de l'hôtel. Nous avons un nouveau groupe de clients, grand-mère. Le chiffre d'affaires a augmenté de 10%. Elle a ri. Super. Continue comme ça. Ces conversations me réchauffaient le cœur, mais mêlées d'inquiétude. Papa se rétablirait-il complètement ? La famille changerait-elle vraiment ? La vie à Seattle a continué, mais avec une nouvelle lueur d'espoir. Ces messages se sont accumulés, et un jour, maman a envoyé « Papa est sorti de l'hôpital ». Le jour où Henri est devenu plus fort et a été libéré, il a craqué, sanglotant, s'excusant et remerciant Clara comme si pour la première fois, il se permettait d'être vulnérable devant les autres. Grand-mère l'a raconté en détail par vidéo. Il a pleuré. Julian a dit désolé à moi, à toi, à tout le monde. Je l'ai juste serré dans mes bras,
je n'ai pas dit grand-chose. J'ai imaginé la scène. Papa, l'homme rigide, pleurant comme un enfant dans un hôpital moderne de Tokyo avec grand-mère se tenant calmement à ses côtés. Ma poitrine s'est serrée d'émotion. C'était la première fois que je le voyais vulnérable, espérant qu'il avait changé. Dans une conversation téléphonique, Clara m'a dit qu'elle laissait mes parents rester avec elle temporairement pour qu'Henri puisse se rétablir complètement avant de faire d'autres plans. 1 an a passé et tout s'est progressivement stabilisé. Sakura Haven a prospéré avec des revenus stables et un personnel familial. J'ai bien géré, élargissant les services, et ma vie personnelle est devenue paisible. De nouveaux amis, même quelques rendez-vous. Mes grands-mères et la famille me manquaient. J'ai décidé de prendre l'avion pour le Japon à l'improviste, considérant cela comme des vacances spéciales après une longue période. C'était un matin impulsif. J'ai réservé en ligne, j'ai fait un sac à dos, j'ai demandé un congé. J'ai besoin d'une pause. Dans l'avion, mon cœur battait d'excitation. Comment serait cette surprise? En atterrissant à Narita, l'air familier m'a accueilli. J'ai pris un taxi pour l'adresse que grand-mère m'avait envoyée. Une petite maison en périphérie de Tokyo avec un jardin de cerisiers en fleurs. Je suis arrivé à la maison de Clara par l'adresse, je suis entré dans la cour et je me suis figé, regardant par la fenêtre familière de la cuisine. La maison modeste avec son toit de tuiles incurvées et sa cour pavée de pierre. Je me suis approché doucement, regardant à l'intérieur et je me suis figé. À l'intérieur, Angela et Clara cuisinaient activement. Maman riait de quelque chose avec grand-mère, les mains tenant des légumes. Henri était assis, lisant le journal, calme et en bien meilleure santé. Les cheveux argentés, mais les joues roses, plus pâles. Mon cœur s'est emballé de choc. Ils vivaient ensemble et avaient l'air vraiment heureux. Alors que j'ouvrais la porte et que j'entrais, tous les trois se sont figés un bref instant comme si personne ne croyait à ses yeux. Puis tout a éclaté. Maman a laissé échapper un cri étranglé. Papa s'est levé lentement, mais les yeux s'éclaircissant. Et grand-mère s'est précipitée vers moi. Nous nous sommes étreints étroitement après la longue séparation qui avait semblé éternelle. Assez pour que je ressente pleinement la chaleur familiale que j'avais autrefois perdue et que je retrouvais maintenant. J'ai décidé de rester quelques jours, considérant cela comme un temps de repos rare sans horaire ni lourde responsabilité. Nous nous sommes promenés dans les rues de Tokyo, avons mangé des ramen de rue, avons visité des temples. Ces jours-là, j'ai observé tranquillement comment mes parents traitaient Clara, voyant le respect et la retenue remplacer les vieilles habitudes de contrôle et d'indifférence. Papa demandait son avis avant de décider. Maman aidait à cuisiner avec des sourires. Pour la première fois, j'ai vraiment ressenti ce qu'était une vraie famille. Pas une famille parfaite sans erreur, mais des gens qui avaient appris à écouter, à faire une pause quand c'était nécessaire et à respecter les limites nécessaires. À ce moment-là, j'ai compris que la connexion ne vient pas de l'attachement ou de l'endurance, mais du fait que chaque personne choisit de changer pour ce qui compte le plus. Un après-midi, alors que grand-mère et moi parlions sur le porche, je me suis souvenu de tout ce que j'avais traversé. De la fausse stabilité, de la chute à la remontée grâce à la confiance de quelqu'un autrefois négligé. Je lui ai dit, grand-mère, je me souviens du jour où tu as été abandonnée. J'étais terrifié. Elle a souri. Et maintenant, tout est différent. J'ai tiré la leçon que les liens de sang ne signifient pas le droit de contrôler la vie des autres et que le pardon ne consiste pas à revenir au point de départ. J'ai compris que parfois, pour qu'une famille existe vraiment, chaque personne doit prendre la responsabilité de ses choix et respecter les limites des autres. L'histoire se termine alors que j'envisage un avenir libéré des vieilles blessures, où chacun a le droit de choisir sa propre façon de vivre. J'ai réalisé que l'amour n'est pas l'attachement ou le sacrifice aveugle, mais n'a de sens que lorsqu'il est associé au respect, à la compréhension et à la liberté de choisir. Et de là, une nouvelle famille, paisible et plus mature, s'était formée.